Non, on m'entend. Ah, voilà, c'est quand même un peu mieux. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Installez-vous, je vous en prie, soyez les bienvenus. On va commencer cette dernière session de l'après-midi. Ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous Carnot 2024. Je m'appelle Philippine Dolbeau et j'ai l'immense honneur d'animer la cérémonie qui va suivre dans un instant et puis le reste des festivités qui nous attendent. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, et vous le savez, au Palais des Congrès de Massy, ici, pour une journée qui s'annonce encore riche en découvertes, en échanges, en collaboration aussi, qu'on vous souhaite évidemment très fructueuse. Le rendez-vous des Carnots est désormais, vous le savez, un événement absolument incontournable dans le paysage de la recherche et de l'innovation en France, parce que c'est ici et chaque année que les entreprises de toute taille, les chercheurs, les entreprises du secteur public et privé se rencontrent pour créer ensemble les synergies qui permettront d'accélérer l'innovation, de répondre aux défis de demain et aux défis de nos territoires. En 2023, c'était l'année dernière plus de 8000 rendez-vous d'affaires, rien que ça, qui ont eu lieu. Et cette année encore, on s'attend à des résultats tout aussi impressionnants. Le réseau des Carnots est donc au cœur de cet écosystème avec ses 39 instituts membres, ses 14 réseaux thématiques. Il s'impose, vous le savez, comme un moteur essentiel pour le développement de l'innovation et de la compétitivité industrielle de notre pays. Alors que vous soyez une start-up, que vous soyez une PME cherchant à innover, une grande entreprise à la recherche de solutions de pointe, eh bien c'est ici, vous le savez, que vous trouvez les collaborations et les expertises nécessaires pour concrétiser chacune de vos ambitions. Cette 17e édition met aussi en lumière, et on va le voir dans un instant, les enjeux majeurs de l'innovation, notamment la réindustrialisation de nos territoires, le rôle de la R&D publique et l'importance croissante de l'environnement et des transitions écologiques. De tout ça, on va en parler, mesdames et messieurs, dans un instant. Mais d'abord, on va commencer par un moment clé de cette journée, la remise des prix Carnot de la recherche partenariale. Ces prix, ils viennent récompenser des collaborations absolument exemplaires entre les instituts Carnot et des entreprises, et ils sont répartis entre 4 catégories. Le premier, c'est le partenariat mené par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, une recherche ensuite partenariale ayant conduit à la création d'une entreprise, une collaboration avec une PME ou une ETI, et puis un partenariat de long terme de plus de 3 ans. Et puis le Grand Prix Carnot, bien sûr, qui sera quant à lui annoncé à la fin de cet événement. Alors, sans plus attendre, donc, je vous invite à découvrir les lauréats de cette édition 2024. Et pour ça, on va commencer avec le premier prix, le prix Carnot de la recherche partenariale avec une PME ETI. Et pour remettre ce prix sur scène, je crois que Didier Moinereau n'est pas encore là, donc je vais appeler, s'il vous plaît, Amaury Martin, directeur du Carnot Curie Cancer et premier président de l'AI Carnot. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Bonjour, bienvenue. Je voulais juste prendre un petit micro juste là, si ça vous va. Super. Bienvenue sur scène. On est ravis de vous recevoir. Alors, le grand gagnant, et ça va s'afficher juste derrière moi, de ce prix, le prix Carnot de la recherche partenariale avec une PME ETI Amaury, eh bien, suspense, mais oui, c'est David Texera. On peut l'applaudir aussi, chef du département physique numérique des milieux poreux au sein de Carnot IFPEN. Ressources énergétiques, bonjour. Est-ce qu'il y en a un? Félicitations. Félicitations. Au nom de l'AI Carnot, je vous remets ce grand prix de la recherche partenariale. Merci. Félicitations. Vous êtes primé, vous allez nous en parler dans un instant, David, pour un projet de solution de stockage d'électricité à grande échelle, mené en partenariat avec l'entreprise Stolect, qu'on va voir dans un instant d'ailleurs, parce qu'ils sont en duplex avec nous aujourd'hui. Vous avez, je vous propose 5 minutes pour nous pitcher peut-être ce projet, ça vous va? C'est parfait. Super, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose pour... Bien sûr. Comment on fait? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais commencer. Merci beaucoup pour ce prix. Merci au nom de l'Institut Carnot IFPEN et surtout au nom de toute l'équipe qui a participé à cette collaboration sans qui rien n'aurait été possible. Mais donc, je vais vous parler très rapidement d'un idylle entre un partenaire Carnot et une PME industrielle. Tout commence avec un sujet relativement simple, mais ô combien d'actualité, qui est la transition énergétique et le fait que l'éolien et le photovoltaïque vont prendre une place très importante dans les mix électriques demain. C'est une très bonne chose,
Mais du coup, je me pose toujours la question, comment est-ce que je vais faire demain pour allumer la lumière quand il n'y a pas de vent? Bon, c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Bon, il y a des façons de le faire. Il y a les batteries. Les batteries, c'est une très bonne idée. Mais si on pouvait avoir une technologie qui consommait un peu moins de matériaux rares, critiques, ça serait très bien. Si en plus, ça pouvait être un peu plus sécuritaire, ça serait encore mieux. Bon, je caricature un petit peu, mais à peine. Et enfin, si on pouvait avoir une technologie souveraine, ça serait l'idéal. Bon, comme vous le savez, l'électricité ne se stocke pas, en tout cas pas directement. Il y a plusieurs façons de la stocker. Il y a une façon électrochimique, c'est ce que font les batteries. Et c'est vrai qu'elles le font plutôt bien pour la plupart des cas, mais pas pour tous les types de stockage. Heureusement, il y a d'autres façons de stocker l'électricité de façon mécanique. Donc on peut dire l'air comprimé, la chaleur, etc. Nous, à l'IFP, on s'est intéressé au stockage par air comprimé. Donc un nom très très sympa, c'est AACAES, donc pour Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage. C'est une technologie qui est très intéressante et qui permet de faire des stockages plutôt massifs. Ici, en une seule charge, on va stocker l'équivalent de la consommation annuelle de 500 foyers. De leur côté, notre partenaire, Stolect, s'est plutôt penché sur la batterie de Carnot. Donc vous noterez Carnot, ça colle plutôt bien avec l'événement. Et donc la batterie de Carnot, c'est un système qui va convertir l'électricité en chaleur et vice-versa. Donc on s'est souvent croisé avec Stolect dans des congrès et puis en discutant autour des petits fours, on s'est dit que quand même il y avait matière à collaborer. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait un beau jour de 2022. On a initié une collaboration. Donc le but de la collaboration, c'était de les accompagner dans le développement de leurs démonstrateurs. Donc on a commencé par s'intéresser aux 2 bidons que vous voyez au bout, qui sont des stockages de chaleur. Donc on a travaillé techniquement dessus pour optimiser le coût. Après, on s'est intéressé au procédé de façon un peu plus globale. On a optimisé techniquement, économiquement le système. Et on a aussi étudié la plage de fonctionnement, on va dire, du système. On a aussi regardé les aspects environnementaux, qui sont beaucoup plus favorables que des systèmes beaucoup plus à la mode pourtant. Et maintenant, on a initié une vie à 2 avec un partenariat stratégique pour 5 ans. Et on souhaite aller plus loin sur ce sujet. Donc, pour parvenir à ce système-là, on s'est basé sur nos complémentarités. Complémentarité, ça veut dire nous, IFPEN, ça fait une dizaine d'années qu'on développe des compétences un peu sur beaucoup de domaines qui étaient utiles. D'ailleurs, pendant cette montée en compétences, on a été accompagné par le Carnot, donc je vous en remercie. Et de leur côté, Stolect, ils étaient sur tous les fronts pour transformer un concept en réalité. Et donc on avait une vraie complémentarité. De notre côté, IFPEN, on a beaucoup appris en appliquant nos technos de laboratoire sur un cas réel et en apprenant du retour industriel de Stolect. Donc une belle aventure pour nous. Et je laisse quelques instants à mon collègue Jean-François, président de Stolect, qui normalement nous parle depuis Québec. Jean-François. Bonjour à tous, merci David. Écoutez, je suis effectivement à Montréal, alors je suis face au Saint-Laurent et face à des arbres magnifiques. J'ai dû changer de côté parce qu'il y avait un contre-jour, je voulais vous en faire profiter. On est vraiment très honoré, très honoré et très heureux de remporter ce prix de l'Institut Carnot, donc avec l'Institut Carnot Ressources énergétiques de l'IFPEN. Et je tenais à dire quelques mots parce que la collaboration recherche-industrie, c'est quelque chose qui, à mes yeux, fondamental pour les entreprises. Nous, on porte l'ambition de créer une filière industrielle dans le domaine du stockage d'électricité à grande échelle. Alors, comme vous le savez, l'industrie en France, c'est pas quelque chose de facile. Déjà, c'est long, ce sont des temps de développement qui sont longs, et c'est aussi capitalistique, et donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a représenté un petit samouraï sur la droite. Et puis, néanmoins, malgré ces difficultés, notre ambition, en fait, c'est vraiment de devenir un leader global, en fait, dans ce domaine-là. Alors, pour cela, je pense qu'il faut réunir plusieurs gènes. D'une part, ça nous impose d'avoir une vision mondiale des marchés dans le domaine du stockage de l'électricité. Ça nous demande d'être très visible aussi dans le monde, et notamment on est aidé aussi par le label Solar Impulse Efficient Solution, donc avec la Fondation Bertrand Piccard. Et un autre point qui est mal aussi à mes yeux,
c'est le partenariat de R&D. Le partenariat de R&D, alors en confiance, alors pour moi c'est un peu particulier parce que j'ai été un ancien collaborateur de l'IFPEN, et donc ça rajoute encore au plaisir en fait de remporter ce prix donc pour l'IFP, pour l'Institut Carnot Ressources. Merci beaucoup. Je suis désolée. Je vous remercie sincèrement pour ce prix et c'est un encouragement. Merci. Et ben voilà, le timing est parfait. Merci infiniment à tous les deux et encore bravo David pour ce prix. Je pense qu'on peut vous applaudir. Regardez des magnifiques prix qui ont été réalisés par l'école de design CYC, école de design de Saint-Germain-en-Laye. Merci encore. On va continuer cette remise de prix. On va passer maintenant au prix Carnot du partenariat mené par une jeune chercheuse ou un jeune chercheur. Et pour remettre le prix, s'il est parmi nous aujourd'hui, je vais demander à Martin Guépéraud de me rejoindre. Oui, il est là. Bonjour Martin, on peut l'applaudir. Qui va remettre le prix, directeur de l'EPA Paris-Saclay. Bonjour. Je vous invite à me prendre un petit micro sur la table si ça vous va. Bienvenue sur scène. Alors, le gagnant ou la gagnante cette année de ce prix, c'est une jeune chercheuse, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Lucille Cornu, ingénieure R&D au CERFAV. Si elle est avec nous, je l'invite à nous rejoindre sur scène. Félicitations, elle est là. Bonjour, membre du Carnot ICL. Félicitations, bonjour, bienvenue. Vous avez la petite zapette juste sur la table et ce magnifique prix réalisé par l'école. Merci. Magnifique. Et vous avez 5 minutes pour pitcher. Oui, c'est un peu lourd tout ça. Bah oui, je vous comprends. La prochaine fois, on prévoira des caddies si vous voulez. Ça marche. Okay. Donc je suis Lucille Cornu, je suis docteur en matériaux et ingénieure R&D au CERFAV, qui est un CRT expert en verre et qui est membre du Carnot ICL. Et donc je tiens à remercier le réseau Carnot de m'avoir attribué le prix de la recherche partenariale dans la catégorie jeune chercheuse pour les travaux de recherche que j'ai réalisés avec la société Pangolin Défense et que je vais vous présenter. Donc le sujet vient du fait que malheureusement, partout aux 4 coins du globe, on peut avoir il y a des zones de conflit et on va avoir besoin, certains, je vais y arriver. On a des journalistes ou des humanitaires qui vont devoir se rendre dans ces zones de conflit et se protéger contre les dangers. Donc, ils vont utiliser des protections par balles, donc des gilets. Et les solutions actuelles sont plutôt lourdes, volumineuses et rigides, et donc les gênent dans leur mouvement. Ce qui fait qu'ils vont se fatiguer, et c'est pas ce qu'on veut quand on est sur une zone de conflit. Pour travailler. Donc, c'est dû au fait que les matériaux actuels utilisés sont inadéquats. Donc la solution, elle est apportée par la société Pangolin, qui s'est inspirée en fait de la carapace du petit pangolin qui s'adapte, donc qui est flexible et qui est légère et résistante. Et le CERFAV, la mise en œuvre de cette innovation vient du verre qu'on va utiliser, du verre trempé, qui présente une résistance qui est reconnue. Et du coup, le sujet est très confidentiel, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, sauf que le principe est qu'on va utiliser des billes en verre trempé et qu'on va fabriquer un gilet pare-balles à partir de ces billes. Et comme ça, on va gagner en masse, on va gagner 30% en masse, on va réduire les coûts et on va gagner en flexibilité. Et donc, l'histoire de ce partenariat commence en 2019, lorsque 3 étudiants des arts et métiers sont venus toquer à la porte du CERFAV pour nous demander conseil, vu qu'on a une expertise dans le verre. Et on a pu leur faire leur première bille trempée et montrer une preuve de concept. En 2020, du coup, la société Pangolin Défense a été créée et ils ont pu s'installer dans le Grand Est pour faire leur premier test machine. Et on les a accompagnés dans cette démarche. Et 2020, c'est aussi l'année où je suis arrivée moi-même au CERFAV. Et en 2022, ils sont revenus nous voir pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire leur créer un équipement de mise en forme du verre pour passer du verre en fusion et produire les fameuses billes innovantes en verre trempé. Et donc, tout au long de ce projet, j'ai pu repousser mes limites techniques de connaissance du verre, que ce soit sur le matériau ou sur la mise en forme. Et j'ai pu aussi constituer une équipe pluridisciplinaire au sein du CERFAV
et la gérer pour atteindre la requête en fait, de la société Pangolin Défense. Et donc, j'ai aussi pu accompagner l'entreprise pour réaliser leur idée novatrice. Et voilà. Et donc, je voulais remercier encore une fois le réseau Carnot et l'Institut Carnot ICEL et la société Pangolin Défense qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils ont eu une urgence, et puis l'équipe du CERFAV, et donc là, plus particulièrement donc les membres de l'équipe qui ont travaillé sur le projet, donc Anthony, Franck, Théo et Mohamed, ainsi que Patricia. Et donc voilà, on a pu donner vie à l'idée novatrice de la start-up Pangolin Défense. Voilà, je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. On va faire une petite photo, si ça vous va. Je vous invite devant, bien sûr, Martin, vous êtes convié, une petite photo avec ce magnifique logo des Rendez-vous Carnot. Voilà, laissez-vous guider par le photographe. Magnifique. Ah, c'est un sacré exercice de recevoir des prix, c'est sûr. Magnifique. Merci infiniment à tous les deux. Bravo encore, bravo, merci. On va passer au troisième prix maintenant, mesdames et messieurs, de la journée. C'est le prix Carnot du partenariat s'inscrivant dans la durée. Et je vais appeler sur scène Pierre Passot, responsable des partenariats stratégiques et recherche chez Airbus. Bonjour Pierre, soyez le bienvenu. Ça va, tout va bien? Je vous laisse prendre... Bonjour, tout va bien, oui. Bienvenue sur scène, on est ravis de vous recevoir. Alors, le grand gagnant, Pierre, cette année du prix Carnot du partenariat s'inscrivant dans la durée, eh bien, c'est Robert Collet, responsable de l'équipe bois du Labomap, Carnot ARTS, qui est primé à titre posthume aujourd'hui pour un projet mené avec Bois Croisé de Bourgogne. C'est un prix qui récompense un partenariat de 10 ans entre le Labomap et l'association Bois Croisé de Bourgogne. Et pour justement nous présenter ce projet, c'est Guillaume Pau, maître de conférence et ancien collègue le plus proche de Robert Collet, qui va venir pitcher en son nom. Guillaume, soyez le bienvenu sur scène. Il est là. Et Guillaume est accompagné de Madame Collet et de Thibaut Chastanier qu'on va entendre dans un instant. Très bien. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Guillaume, peut-être, est-ce que vous voulez présenter le projet? Merci. Super. Donc, merci beaucoup. On est très heureux que Robert reçoive ce prix à titre posthume. Pour dire juste quelques mots sur Robert, donc il est décédé malheureusement prématurément il y a un an. Il était maître de conférence à l'ENSAM de Cluny de 2003 à 2023. Et avant, en fait, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui avait eu une vie dans le privé en étant directeur de Syrie et puis aussi expert pour le Centre technique du bois et de l'ameublement. Et ça fait partie vraiment de lui. Et c'est fait partie des raisons pour lesquelles ce partenariat était une vraie réussite. Et ce que je présente aujourd'hui, c'est... justement, son projet en partenariat avec les industriels qui lui tenait le plus à cœur, je pense. Pour dire quelques mots sur la problématique, on parle de transformation de la ressource de bois en France. Alors, c'est une ressource renouvelable, et puis la France, à l'échelle européenne, elle a une place importante puisqu'elle a la 3e forêt en termes de volume. Mais il y a une incohérence, parce que quand on parle de bois utilisé dans la construction, on importe 1,6 milliard d'euros par an. Ça représente à peu près 45% de notre consommation, donc de bois pour la construction. Pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de raisons, on va dire, surtout historiques, européennes et puis réglementaires, qui font que les ingénieurs sont habitués à utiliser du résineux en bois de construction. Du résineux, on en a en France, bien sûr, mais il est déjà bien valorisé et il a des caractéristiques un peu différentes de ce qu'il y a en Europe. Et surtout, l'incohérence, c'est que nous, on a une surface forestière qui est composée à 70% de feuillus.
Comme on est dans un contexte de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a des nouvelles réglementations qui encouragent à mettre de plus en plus de bois dans la construction. Et donc, clairement, étant donné notre source, on va vers une aggravation du déficit commercial. Donc, le bilan et la solution pour ça apparaît assez évidente. Il faut trouver une alternative pour pouvoir utiliser du bois feuillu en construction. Et ce n'est pas forcément si évident que ça de se battre contre des habitudes. Et en fait, c'est le bilan qu'a fait Robert très, très tôt. Hein. Et en 2009, il faisait déjà une étude pour valoriser la ressource en chêne. Le chêne, c'est le feuillu qu'on a le plus en France, mais les chênes plutôt de qualité secondaire, valorisables pour des usages constructifs. Donc, et cette étude-là, en 2009, elle était notamment avec un étudiant, Thibaut Chastaignier, qui est maintenant à côté de moi, et qui représente l'entreprise qui reçoit aussi le prix. Donc cette étude, déjà, Institut Carnoart, elle a levé un certain nombre de verrous technologiques, scientifiques, et il a aussi montré qu'il y avait une faisabilité économique, et ça c'était justement une de ses forces, venant du monde économique, d'être légitime et écouté sur ce domaine-là, ce qui fait que quelques années, assez rapidement, il a créé une association qui s'appelle Bois Creuset de Bourgogne, qui était un collectif d'une quinzaine de PME qui avait pour but justement de travailler à lever ces verrous. Donc la levée des verrous, ça a pris plusieurs années parce que les entreprises étaient assez prudentes vis-à-vis de cet investissement-là. Et puis il y en avait beaucoup des verrous. Le premier, c'était de mettre au point un procédé de fabrication bien adapté à la fois à la dimension de ces PME et le produit qu'on considérait, c'est-à-dire le chêne. Donc il a convergé vers ce produit-là, qui est ce qu'on appelle le CLT, pour Cross-Laminated Timber. C'est des panneaux de bois massif, en fait, on voit à plis croisés. Ça permet de faire des murs massifs ou des planchers. Il y a eu aussi des problématiques plus scientifiques qui nous ont donné un peu de fil à retordre, avec notamment 2 thèses, où là, le problème, c'est d'arriver à bien qualifier la résistance mécanique, assurer en fait qu'avec les qualités de bois considérées, on arrive à avoir une résistance suffisante pour assurer la sécurité des personnes, bien sûr, puisqu'on parle de bâtiments. Juste pour dire quelques mots sur la problématique scientifique, l'idée, c'est pour caractériser le bois qui est un matière très variable, on va utiliser des scanners, notamment qui permettent de mesurer l'orientation des fibres, comme c'est présenté ici, avec une ligne de points. En dessous, il y a l'orientation des fibres. On fait derrière des modèles mécaniques et on arrive à bien prédire les caractéristiques mécaniques. Il y a eu donc d'autres verrous, la caractérisation technologique, l'aspect industrialisation qu'on a accompagné et l'aspect réglementaire qui est important dans ce domaine. Et tout ça nous mène finalement en 2023 avec la création de la société. L'association s'est muée en société Bois Creuset de Bourgogne avec 6 actionnaires. Et en fait, le lancement commercial du produit, il est là aujourd'hui. Il s'appelle Batichêne. Je pense que Thibaut en dira quelques mots après. Côté laboratoire, nous, c'était aussi très structurant. Ça nous a permis de lancer des projets de recherche, on va dire peut-être aussi un peu plus fondamentaux, d'aller vers d'autres produits, utiliser en fait ce qu'on a appris pour valoriser encore d'autres essences encore plus compliquées à caractériser, notamment avec le soutien de l'ADEME sur le projet qui s'appelle Feuillu Choc. Et on va vers même une chaire industrielle, toujours avec notre partenariat du CERF, donc qui est l'actionnaire majoritaire, pour vraiment optimiser la transformation du chêne, en lien notamment avec un investissement important qu'ils sont en train de faire. Donc je vais lui laisser la parole pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, très rapidement, moi, j'ai l'honneur de représenter les actionnaires de Bois Creuset de Bourgogne. Et voilà, vous témoignez que l'expérience avec Carnoart est une vraie réussite. On dit qu'on lance le produit sur le marché aujourd'hui. L'outil industriel a vu le jour ces derniers mois. Et donc, je voulais juste témoigner, moi aussi, que c'est une belle histoire humaine, parce que c'est souvent la relation qu'on a pu avoir avec Robert et cette suite, malheureusement, après son départ, qu'il y a avec ses nouveaux collègues. C'est
quand même, quand on s'engage dans la durée, moi ça me parle beaucoup, c'est parce que ça révèle aussi une qualité des résultats, une qualité de l'accompagnement, et je voulais simplement témoigner de ça avec Carnot Art. Merci à tous et merci encore pour ce prix. Merci infiniment. On va procéder à une petite photo si vous voulez bien vous diriger au centre de la scène. Bravo encore. J'ai juste un tout petit commentaire. Effectivement, c'est des études qui, développées à grande échelle, ont un grand impact écologique, en fait. Merci beaucoup. Pierre, rejoignez-nous pour la photo si ça vous va. Je vous en prie. Allez, on va passer au 4e prix, avant le grand prix Carnot qui sera annoncé à la fin de cet événement. Ce prix soutient la création d'entreprises. Et pour remettre justement ce prix, j'appelle Nelly Garnier, déléguée spéciale à la recherche et à l'enseignement supérieur de la région Île-de-France, à me rejoindre sur scène. Bonjour Nelly, on peut l'applaudir. Merci d'être là. Et Nelly, figurez-vous que le grand gagnant de ce prix Carnot soutenant la création d'entreprises, eh bien, c'est Olivier de Almeida, directeur adjoint du Centre Institut Clément Ader d'IMT Mines Albi. Félicitations, bravo. Qui est ce soir récompensé pour un projet menant de l'idée à la production en série de composants clés dans le déploiement de la mobilité hydrogène. Mais vous allez en parler bien mieux que moi. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement de nous présenter ça. Vous avez 5 minutes à peu près pour le faire. Donc, bonsoir à tous. Merci pour ce prix. On est très fiers avec Ludovic. Enfin, en tout cas, je suis très fier de partager ce prix avec Ludovic, qui est un des cofondateurs de l'entreprise AICO. Donc on va vous présenter un petit peu ce produit qui a fait l'objet de la collaboration. Et Ludovic va démarrer justement par la présentation de tout ça. Bonjour à tous, donc Ludovic Barbès, un des cofondateurs de AICO. Moi, ce que je retiens de cette aventure, c'est qu'une innovation n'arrive jamais par hasard. Et donc ça se passe en 2017. Mes associés, Romain Di Costanzo, Alain Fontaine et moi-même, au lendemain des accords de Paris, cherchant une bonne raison pour se lever le matin et puis aussi comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça qui nous a amené à nous intéresser aux différentes solutions, et notamment l'hydrogène, qui est une des clés pour faire cette transformation, et notamment qui est particulièrement adaptée en fait pour la mobilité lourde. Donc ça, c'est le cœur d'une pile à combustible, on appelle ça le stack. Romain, qui était à l'époque à Vancouver, s'est rendu compte que les technologies d'hydrogène étaient très avancées, mais qu'il existait encore un certain nombre de verrous, un certain nombre, voire peut-être beaucoup de verrous. Et un des verrous résidait dans la plaque bipolaire. La plaque bipolaire, c'est cet élément noir au milieu, qui représente les 3/4 du poids pour un tiers du coût. À cette époque-là, il n'existait pas de composants à la fois durables et légers pour adresser ce segment de marché. Et en cherchant, on voit que historiquement, c'est le graphite qui prenait cette place. Ensuite, a été développé les plaques bipolaires en métal. Donc le graphite est durable. On a fait des plaques bipolaires en métal pour avoir quelque chose de très fin, donc très léger. C'est ce qu'il y a dans les Toyota Mirai, des choses comme ça. Ça fonctionne bien, mais il y a des problèmes de durabilité. Et c'est là qu'est venue l'idée, tiens, on va peut-être pouvoir faire quelque chose en fibre de carbone. Est-ce que quelqu'un l'a fait? On a regardé, pas d'antécédent industriel, et donc on s'est lancé dans l'aventure. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce produit qui est à la fois qui est 4 fois plus durable, 3 fois plus léger, pour une capacité équivalente et à un prix compétitif. Et donc, bon, c'est pas arrivé si facilement, et c'est avec la rencontre avec Olivier qu'on a pu développer quelque chose. Donc quand on parle de composite, souvent on parle de composite pour les aspects structuraux, avec de la résistance et de la très grande rigidité, des épaisseurs importantes. Là, quand AICO est venu nous voir, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait se re-questionner sur ce qu'était un composite, puisque les performances qu'on cherchait à atteindre n'étaient pas du tout celles de la performance mécanique, en tout cas en premier lieu. Et une des propriétés premières qu'on attend dans le domaine des piles à combustible, c'est l'étanchéité au gaz. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce sont des environnements acides assez corrosifs, donc il fallait une stabilité chimique. Il fallait également de la conductivité électrique, en plus d'un peu de résistance, évidemment. Donc on est allé chercher finalement la bonne matrice, le bon polymère en gros, puisque c'est lui qui est responsable justement de l'étanchéité au gaz et de la stabilité chimique.
Pour la conductivité électrique, c'était évident, on allait chercher des fibres de carbone, mais il fallait surtout assurer de la conductivité dans l'épaisseur d'une plaque. Et ça, ce n'était pas si évident. Donc il y a eu un gros screening de matériaux dans un premier temps, puis ensuite, il fallait les mettre en œuvre, les combiner pour fabriquer un composite. Et donc on a utilisé un procédé qui, au départ, est relativement conventionnel, mais il a fallu vraiment le pousser à ses limites, tout simplement parce qu'on cherchait à avoir l'épaisseur la plus fine possible. 150 microns, c'est quand même un extrême, c'est pas du tout commun dans le domaine des composites, surtout avec cette combinaison de propriétés. C'était pas évident au départ, et quand le projet a démarré, donc ça a commencé en 2017 avec Romain, un des cofondateurs, qui est arrivé à Albi avec la volonté finalement d'intégrer l'incubateur, et il était venu à Albi parce qu'il avait identifié qu'à l'Institut Clément Ader, à Albi, on avait ses compétences en fabrication composite. Et donc il est arrivé avec 2 publications, je me rappelle à l'époque, il me dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Bon, nous ça nous a tout de suite plu parce que justement ça nous sortait un petit peu du composite qu'on a l'habitude de voir, aéronautique, on va chercher la performance mécanique avant tout. Et là, du coup, ça nous a un petit peu, ça nous a emballé au point que voilà, Romain a été accueilli non seulement dans l'incubateur, mais également dans le laboratoire à l'Institut Clément Ader, au sein de la plateforme Mimosa de l'IMT Minalbi. Et en fait, globalement, ils ont squatté pendant plusieurs mois, 2 ans. Ils se sont étalés, ils ont développé leur manip, ils se sont investis au point d'arriver à la preuve de concept en 2019. Et pendant toute cette phase-là, finalement, on a fait du transfert parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que Romain, en fait, il n'y connaissait rien en composite. Donc, il a fallu lui transférer toute cette compétence pendant 2 ans. Donc, c'est super, l'histoire est belle dans le sens où ils arrivent à la preuve de concept et derrière, ça engendre la création de l'entreprise Aiko. La création, finalement, a été le déclencheur des projets de recherche parce que derrière, ils ont recruté un de mes anciens doctorants qui venait de terminer à ce moment-là. Et ça nous a permis de relancer un projet de test CIFRE, puisqu'on était arrivé à la limite finalement du transfert qu'on avait donné. Donc on est allé pousser cette activité-là, et jusqu'à récemment où la thèse arrive à sa fin. Dans quelques semaines, elle se soutient, la thèse de Gauthier Allus, et il y a eu un brevet qui a été déposé dans le cadre de cette collaboration. Donc la collaboration a démarré from scratch, depuis l'arrivée de Romain à Albi. C'est un partenariat qui continue. Et en même temps, Aiko grandit, donc Ludovic va présenter justement la suite. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à Toulouse, on a une ligne de production prototype qui permet de fabriquer une dizaine de milliers de pièces par an, on est une vingtaine de personnes. Et donc on a l'ambition de devenir un industriel. Et donc ça veut dire quoi? Grâce à des financements France 2030, on va pouvoir déployer une ligne de production pilote. Il y a un challenge industriel derrière, puisque si on veut mettre 1 million de camions hydrogène sur les routes, il faut fabriquer des centaines de millions de plaques. Donc on va avancer là-dessus, améliorer les procédés de fabrication pour faire des quantités plus importantes. Et à terme, d'ici 10 ans, l'idée c'est d'avoir des procédés de fabrication continus et fabriquer des millions de plaques. Notre ambition, c'est de devenir le Aiko Inside de la plaque bipolaire et de la pile à combustible. D'ici 10 ans, on doit pouvoir atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et créer une centaine d'emplois. Notre ambition, notre objectif, c'est de participer en fait à la souveraineté énergétique et la souveraineté industrielle française. Ça nous tient beaucoup à cœur. Et donc, merci beaucoup aux équipes de l'ICA, aux équipes de l'IMT qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de réaliser cette prouesse. Donc, merci à Aiko aussi, parce que c'est un prix qu'on partage tous les deux, Aiko et moi, et le labo. Merci au labo, merci à l'école des mines. Mine de rien, c'est tout un écosystème, l'incubateur, la plateforme, le laboratoire, qui a permis d'arriver à cette réussite. Merci au Carnot, du coup, pour ce prix. Et voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous invite peut-être avec Nelly pour une photo sur scène, si vous le voulez bien, avant de passer à autre chose. Je voyais les gens qui buvaient vos paroles. Merci infiniment, bravo encore. Et justement, on va en parler de ces prix, parce que je vous le disais en introduction tout à l'heure, ils ont été créés par des étudiants de l'école CY Design de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, dans le 78, et je crois qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Donc je les invite à me rejoindre sur scène pour en parler de leur création. On peut les applaudir aussi, félicitations. Ils sont accompagnés de leur directeur, Dominique Siama. Bienvenue sur la scène des Carnot. Je vous laisse prendre... Il y a quelques micros un petit peu à droite, à gauche.
Qui voudrait nous présenter la démarche que vous avez eue, peut-être monsieur le directeur, et puis quelques Moi, je ne étudiants? vais pas présenter la démarche, je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Simplement un petit mot du contexte. Bien sûr. Une école de design toute neuve, CY École de Design Saint-Germain-en-Laye, la première école de design publique jamais créée dans une université. C'est un événement. Et avec la volonté de former des designers qui vont être les égaux des ingénieurs et des managers. Je suis sûr qu'il y a plein d'ingénieurs, je suis sûr qu'il y a plein de managers dans la salle. Et en particulier dans la capacité à prendre des décisions. Le leitmotiv de l'école, c'est pour le vivant. Donc on est vraiment s'inscrit dans une démarche qui s'intéresse à l'avenir du monde et donc au nôtre. Et sur un continuum qui va de la matière à la décision. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez neuf. Le domaine d'intervention du design, ça va de la matière à la décision. Donc la décision, c'est l'objet ultime du design. Vu l'état du monde, on peut considérer définitivement que tout va dépendre de la qualité de nos décisions. Et nous, on pense que pour prendre des bonnes décisions aujourd'hui, eh bien, il faut des designers autour de la table. Et il faut que la culture du design s'impose à tous, qui est celle de la culture de l'intérêt général. Et pour ça, on forme des designers qui sont là, que je vais laisser parler, et à qui a été confiée effectivement cette mission, et ils vont vous expliquer comment ça s'est passé. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci Dominique. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Valentin Rahar, étudiant en 4e année de design global à CY École de Design, avec Natacha et Aymen du double diplôme ingénieur designer, puis Yann et Raphaël, issus de la même promotion que moi. Nous formons ensemble l'équipe ayant conçu les trophées offerts cet après-midi aux lauréats des prix Carnot 2024. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'Institut pour leur invitation, mais aussi pour la confiance qu'ils ont placée en notre école. 4 années seulement après son apparition dans le paysage de design français. Merci à Dominique, notre directeur, de nous avoir permis de travailler sur ce projet inédit. Et merci à Richard Suarez, qui n'est pas avec nous, mais qui est le responsable du laboratoire de fabrication. Et on le remercie de nous avoir gardé les portes ouvertes après 18 heures. Félicitations, bien sûr, aux lauréats d'avoir fait avancer la science, car aujourd'hui, nous sommes tous fiers et reconnaissants pour vos travaux. Aussi, nous vous souhaitons d'encore faire briller l'or qui se trouve dans vos mains. Et enfin, parce que dire merci ne suffit pas pour un designer, nous avons pensé et conçu ces trophées, pas comme les autres, qui vous rappelleront chaque jour, fiers dans votre salon, la valeur du mérite, du courage et de la persévérance. Donc, plus d'un point de vue technique, eh bien, ces trophées ont été faits en béton mélangé avec de la poudre d'aluminium, et amélioré avec une structure en laiton pliée et soudée dans le béton qui a été coulé. Ce qui fait qu'on a voulu travailler l'hybridation des matériaux et donner une forme très organique à ce qu'on ne trouve pas forcément souvent dans des trophées. Et donc encore une fois, en conclusion, de la part de Natacha, d'Aymen, de Yann, Raphaël et moi-même, nous vous remercions. Passez une excellente soirée et au revoir. C'est nous qui nous vous remercions. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, cette introduction. Bravo. Je vous laisse quitter la scène. Magnifique trophée que vous nous avez créé là. S'ils sont toujours là, je vais maintenant inviter à nouveau les lauréats, les remettants aussi des prix et les partenaires à me rejoindre sur scène pour une photo de groupe, parce que c'est important, il faut fêter ça. Vous êtes à nouveau les bienvenus sur scène, bien sûr. Venez me rejoindre pour une photo avant de passer à la prochaine partie.
Allez, on va passer à la prochaine partie maintenant de cette soirée. Pour continuer justement cette journée, j'ai l'honneur de vous présenter nos 3 prochains intervenants qui vont ouvrir officiellement cette édition et je leur propose de me rejoindre sur scène. Alexandre Bounou, président de l'AI Carnot qui représente le réseau des Carnot, Martin Guépro, directeur de l'EPA Paris-Saclay qu'on a accueilli tout à l'heure, ainsi que Nelly Garnier qu'on a aussi accueilli un instant, déléguée spéciale à la recherche et à l'enseignement supérieur de la région Île-de-France. On peut les applaudir. Merci infiniment d'être parmi nous. Bienvenue à tous les 3. Merci, merci Philippe. Je vous en prie. Je pense que vous pouvez prendre, ouais, on va s'asseoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi vraiment de vous accueillir à ces 17e rendez-vous des Carnot. Toujours un plaisir. Cette année, ce rendez-vous, il est sur une journée, comme vous l'avez pu le constater, mais je pense que c'était une journée qui était très riche en échanges et en collaborations nouvelles. Juste une information, donc à partir de 17h30, nous aurons le plaisir d'accueillir notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Patrick Hetzel, qui viendra clôturer cette session et remettra le Grand Prix Carnot. Et à cette occasion, je voudrais vraiment renouveler mes félicitations à tous les lauréats des Carnot 2024. Et puis remercier nos invités de nous faire l'honneur de participer à cette session officielle. Cher Martin, on vous a annoncé, cher Nelly, et puis les participants tout à l'heure à la table ronde, en commençant par mon ami Mehdi Gmar, directeur général de CNRS Innovation. Il y aura le président de la CPME Essonne et vice-président de la CPME Île-de-France, Didier Moinereau. Également, on ne présente plus M. Amaury Martin, directeur adjoint de Curie et directeur de Curie Cancer. Et nous aurons également, il a été présenté, Pierre Passot, qui est responsable des partenariats de recherche chez Airbus. Voilà, merci vraiment infiniment à vous. Merci surtout à nos partenaires qui nous accompagnent depuis quelques années sur l'organisation de cet événement, nos sponsors également. Nelly l'a mentionné dans son introduction, les rendez-vous Carnot, c'est une occasion pour nous pour vraiment promouvoir le dispositif, le modèle Carnot, un modèle dans lequel on travaille main dans la main avec les entreprises pour façonner les innovations de demain. C'est bien l'objectif de la recherche partenariale publique-privée, effectivement, qui est pour moi un élément clé de la souveraineté technologique, mais aussi de la réindustrialisation des territoires. C'est l'objet de la table ronde qui suivra, qui ira dans le détail. On a eu le plaisir aussi avec AEF de présenter pour la première fois le baromètre de la recherche partenariale, un grand travail qui a été fait avec AEF grâce à tous les Carnot. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le réseau Carnot, c'est la première force de recherche et développement public qui vient en soutien de l'innovation des entreprises, avec de la recherche amont propre à vraiment développer les compétences scientifiques et technologiques, mais aussi une politique volontariste de développement de la recherche partenariale. Voilà, et les 39 Carnot, aujourd'hui, sont ancrés dans les territoires, partout en France, et propose effectivement un spectre de compétences extrêmement large, à même de répondre à toutes les problématiques de recherche et de développement des entreprises dans tous les secteurs, dans toutes les filières industrielles, en tout cas celle aujourd'hui qui est référencée dans le Conseil national de l'industrie. D'ailleurs, les Carnot se sont inspirés pour s'organiser en interne avec 14 réseaux thématiques. Je termine avec un certain nombre de chiffres, parce que les Carnot, c'est aussi de l'impact. Chaque année, 11 000 contrats. Alors on a aujourd'hui l'habitude de dire c'est une signature toutes les 10 minutes. C'est quand même impressionnant. C'est 40% avec des PME et des ETI, avec lesquels on a des actions pour justement renforcer cette collaboration. Tous ces contrats, annuellement, ça représente 600 millions d'euros et donc 55% du financement privé de la recherche publique. Il y a également cet impact scientifique. Pratiquement tous les ans, c'est 1000 brevets déposés. C'est
29 000 publications de rang A dans tous les domaines de la science, puis surtout une capacité d'essaimer, de créer des startups, on l'a vu tout à l'heure avec les prix, en moyenne une centaine par an. Alors à l'heure où ce dispositif est en évaluation, on peut le résumer sur les 18 années depuis 2006 par un certain nombre de chiffres. Je parlais des brevets, c'est aujourd'hui 16 500 brevets déposés depuis le départ, c'est 1880 startups créées. C'est surtout un investissement de l'État énorme, c'est 1,2 milliard d'investissement dans l'abondement, mais le réseau Carnot, les Carnot, ont un effet de levier sur cet investissement de 7,5 milliards d'euros générés et qui va directement à la recherche publique. Voilà. Je pense que le dispositif Carnot est une des plus belles réussites des dispositifs de l'État, on peut le dire. Simple, direct, effectivement collectif. Et je dois souligner depuis le début l'opérateur, l'ANR. Merci Jean-Michel Leroux, qui gère effectivement pour le compte de l'État ce dispositif avec une main de maître. Voilà, je terminerai par remercier nos partenaires industriels qui sont présents aujourd'hui, tous les Carnot qui se sont mobilisés pour les accompagner dans la vision pour des nouveaux projets. Et puis surtout un remerciement à toute l'équipe de l'AI Carnot qui œuvre depuis des mois à l'organisation de cet événement. Évidemment Diane, Catherine, Claire, Jean-Denis, Pierre, voilà, c'est toute l'équipe qui aujourd'hui fait en sorte que cet événement est une très belle réussite. Votre engagement est vraiment exemplaire. Merci à vous. Voilà. Bonjour à tous, je suis Martin Guéprot, le directeur d'établissement public de Paris-Saclay. Merci Alexandre de nous avoir donné l'occasion de parler ici dans notre territoire, à vous tous réunis de partout en France sur ce sujet. Les succès que tu viens de citer sont quand même très impressionnants, les succès de Carnot. On voit qu'on est en période de vérification, quand même de rationalisation budgétaire. La justification, je pense, est complète. Et j'espère que l'évaluation le dira rapidement. Finalement, nous, on se sent très bien avec ces rendez-vous Carnot. Très bien parce qu'on se sent très proche. Et finalement, c'est une idée pas si fréquente que ça, qui est, quand Paris-Saclay s'est lancé il y a une quinzaine d'années, en fait, c'est de briser des tabous qu'il y avait en France. Le tabou premier entre les grandes écoles, les universités, mais aussi entre la recherche publique et la recherche privée. 1 milliard d'euros qui a été mis sur le sujet, qui a tenu dans le temps, qui a tenu son calendrier et ses réalisations. Aujourd'hui, il y a 30 000 étudiants sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, le plateau de Saclay est classé 12e au classement de Shanghai, premier au niveau continental européen, premier ou deuxième en mathématiques, troisième en physique, c'est-à-dire les matières fondamentales sont extrêmement fortes en France. Rappelez-vous, il y a 15 ans, on se plaignait de ce que la France n'était pas reconnue dans les classements internationaux et on était persuadé qu'elle valait mieux que ça. Donc oui, elle vaut mieux que ça. Les classements aujourd'hui le reconnaissent. Et ce succès, je continue la série des succès, qui est évidemment évident dans le classement de Shanghai, c'est-à-dire une forte dominante recherche, se voit aussi à l'Institut Polytechnique de Paris, dans les classements qui ont bondi d'une trentaine de places l'an dernier, ce qui montre qu'elle est en train de prendre progressivement sa place au niveau mondial et de se voir. Voilà, et ça vient de ce mariage, ça vient de ce tabou qui est brisé et de la réunion de ces parties, de la recherche publique et privée, qui est un peu notre axe de développement maintenant. On vient de finir l'installation des grands académiques. On a dépassé nos espérances, non seulement par ce classement de Shanghai, mais aussi par le nombre de start-up créées, qui a, c'est incommensurable, explosé. On est à 150 start-up créées par an sur le plateau de Saclay. Voilà. Donc le projet de départ, qui est un projet d'innovation, c'est un projet d'organisation où on crée ce centre scientifique. On le relie par le métro avec tous les centres nécessaires de transport, c'est à Massy le TGV, à Orly l'avion, à Versailles l'habitation et plus tard à la Défense et centres de décision. Donc il y a une vision très visionnaire, très forte, avec 4 milliards d'euros mis, la région le sait bien, pour porter la construction de ce transport très moderne, qui est une rupture puissante dans un territoire comme celui-ci, puisque ici, on ne connaissait pas ce genre de transport. Dans 23 mois désormais,
ce sera une réalité d'un transport important de liaison. Puis ça passe pas mal parce qu'au même moment, il se trouve que les nouvelles générations n'ont pas trop envie de passer leur permis de conduire. Donc avoir un métro et des transports, c'est leur donner envie de venir. Sinon, ils ne viennent pas. Et la ressource principale qui est ici, c'est les cerveaux. Tous ceux qui viennent s'installer, l'attractivité, elle est d'abord pour les cerveaux. 30 000 étudiants qui peuvent continuer à travailler dans de la recherche derrière, même si c'est une minorité, c'est déjà beaucoup de personnes qui sont prêtes à très haut niveau. Et nous faisons ce travail aussi beaucoup avec le conseil régional, ce travail d'attractivité avec Choose Paris Région. Mais cet été, avec vous deux, nous avons pu monter à toute vitesse la création d'un collectif francilien de l'ordinateur quantique. C'est bien à Paris-Saclay que l'essentiel est né grâce au prix Nobel d'Alain Aspect et les sociétés filles Candela et Pascal, qui sont d'ailleurs installées à Massy, ici, et qui travaillent dans les salles blanches du plateau de Saclay pour produire leurs ordinateurs quantiques. Ce sont des licornes tout de même, ce dont on parle. C'est l'espoir quand même français d'une rupture très importante technologiquement dans ces matières fondamentales qui vont jusqu'à la réalisation d'un produit abouti et d'innovation partagée. Et qui, dans cette communauté, dans ce collectif francilien qu'on a pu créer, s'est associé des entreprises. Donc on retrouve tout le monde, et tu as bien voulu, Alexandre, en prendre le leadership. Je te remercie beaucoup au nom du CEALIST, du niveau qui est atteint, et évidemment de tous les ONR qui sont derrière associés, en prenant le modèle de la région du Pack Quantique, qui a été cité d'ailleurs à l'échelle nationale, c'est là depuis 2020, mais comme modèle à reproduire 5 ans après. Mais c'est important, cette place de leader en France de l'ordinateur quantique a été vue de façon collective et aujourd'hui continue à se créer en collectif. Ce qui est très amusant d'ailleurs quand on regarde, c'est que honnêtement, plein de noms sont nouveaux. Le monde est en train de changer très rapidement dans ces domaines-là. Des sociétés qui sont des start-up deviennent des licornes. Des consortiums qui n'existaient pas hier matin deviennent les porteurs, comme le Jancy, que personne ne connaissait il y a 5 ans, il n'existait pas, devient le porteur de ce financement, de ce projet-là, en réunissant acteurs publics et privés pour porter cette évolution. Voilà, alors sans être trop long, je vous fais quand même un peu l'article touristique du lieu, parce que parfois on oublie, on croit qu'il ne fait pas beau. Regardez, aujourd'hui il fait très beau, ça peut arriver, mais je pense que c'est quand même important de voir que quand on y met les moyens, et les moyens là, ils ont été mis, ils ont été tenus, les résultats sont très impressionnants et dépassent les espérances. Et notre rôle aujourd'hui, en tant qu'établissement public de Paris-Saclay, c'est aussi de donner des murs à tout ce monde-là. C'est très stratégique d'avoir des murs et des murs de qualité. En particulier, nous sommes en train de faire atterrir en France et en fait à Paris-Saclay le Texier, c'est-à-dire ces bâtiments d'un ordre nouveau qui ont commencé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, qui ne font que débarquer en France, qui mêlent bureaux et labos avec un certain niveau de service, il y a un étagement de service, et qui permettent de donner un parcours résidentiel à des entreprises qui, vous savez, ne savent pas très bien leur avenir en termes d'immobilier, ont besoin de commencer petites, à côté d'un laboratoire, puis de s'émanciper, puis de grandir. Et ces parcours, ils peuvent se jouer, tout en étant très technologiques, ils peuvent se jouer à des endroits comme celui-là. C'est Cadence Science Partner qui sera le premier à le faire, mais il y en a déjà d'autres qui frappent à la porte, et c'est des locaux qui s'ouvrent et qui sont libres, disponibles, à partir de le temps de le construire, les chantiers commencent, hein, tout est lancé. À partir de 2026, début 2026, on peut s'y installer. Voilà. En venant ici, c'est évidemment un écosystème qui est proposé. Tous ceux qui sont vus très librement, que ce soit des grands comptes comme Servier, Danone, qui ont fait un choix très fort d'installer la recherche, voire même toute leur recherche à Paris-Saclay, EDF, Thales, Oriba, Eurocontrol, etc., et d'autres grands comptes qui sont là et qui viennent chercher des PME, des startups, des universitaires pour créer cette communauté d'ensemble. C'est l'écosystème, on parle de bel effet machine à café, mais ça ne se fait jamais tout seul. Non. On y contribue aujourd'hui, mais c'est aussi par des événements, c'est aussi par de l'urbanisme, la façon d'obliger tout le monde à se croiser physiquement dans les lieux, en mélangeant, évidemment, en ouvrant les universités à la circulation et en les mêlant aux entreprises et aux habitants, pour qu'on ait les mêmes boulangeries, les mêmes lieux de vie et qu'on se croise plus. L'urbanisme compte aussi dans cet écosystème, mais aussi c'est un événement comme Paris-Saclay Spring qui sera, je vous le dis, le 20 mai prochain, l'occasion de rencontrer beaucoup les startups et les investisseurs et évidemment les grandes entreprises qui sont intéressées comme clientes potentielles.
Donc ce grand lieu d'échange et qui produit un certain nombre d'engagements financiers derrière dans les startups se passera à nouveau ici. Et le travail est aussi à réunir les directeurs de l'innovation tous les mois qui sont de tous ces univers-là pour croiser tout le monde. Voilà, et tout ça ne se fait pas sans l'aide de la région, en particulier dans les domaines des grands équipements d'excellence où l'État et la région ont contribué avec des éléments évidemment absolument majeurs comme le synchrotron soleil, où encore on ne peut pas éviter le CEA qui est aux origines, à l'histoire et à l'avenir de Paris-Saclay depuis toujours et pour toujours, c'est-à-dire le travail de l'imagerie cérébrale avec le plus gros aimant du monde qui permet de faire des images 100 fois plus précises que ce qui existait jusqu'ici. Voilà, c'est des équipements qui sont exceptionnels, comme le très grand calculateur, très grand centre de calcul qui est aussi installé par ici, et le supercalculateur Jean Zay, donc des capacités de travail tout à fait exceptionnelles qui sont mises en commun et qui sont là pour tous. Voilà, et tout ça pour finir sur une petite note verte. L'environnement est exceptionnel, c'est ce que nous disent les startups, aller prendre ses baskets et aller courir dans la forêt de la vallée de Chevreuse ou dans les champs du plateau de Saclay, c'est l'un ou l'autre, si on tourne à droite ou à gauche, ça fait quand même très plaisir pour la qualité de vie et l'attractivité de ce lieu magnifique. Merci. Merci à tous, merci de votre accueil très chaleureux. Au nom de la présidente de région Valérie Pécresse, je dois quand même vous dire qu'elle me charge de redire son attachement au Carnot, et vous savez que cet attachement est sincère, et plus largement son attachement au sujet qui touche à la recherche, elle le porte depuis de longues années. Moi, je suis dans l'exécutif de la région, je suis élue, je suis en charge des sujets enseignement supérieur et recherche depuis quelques semaines. Auparavant, j'étais en charge des sujets liés au numérique et à l'innovation. Vous avez parlé du quantique, donc il y a quand même quelques effets de croisement dans cette nouvelle délégation que j'ai prise. Et je le disais, c'est vrai qu'on a au sein de la région une compétence enseignement supérieur recherche, mais après, il y a aussi le choix politique d'en faire une priorité ou pas. Et en Île-de-France, on est obligé d'en faire une priorité parce que nous avons un héritage à faire perdurer. Et cet héritage, c'est que nous sommes la première région scientifique et économique de l'Union européenne avec... Vous avez cité quelques chiffres, j'en reprends quelques-uns à mon tour. On concentre près de 40% des forces de recherche nationales, publiques et privées dans notre région. Nous sommes la première région d'Europe pour les dépenses de R&D, avec près de 20 milliards d'euros investis par les entreprises et les acteurs publics chaque année. Nous avons les plus grandes universités, avec aussi cette force de concentration que nous a permis Saclay, qui nous permet d'émerger dans tous les classements internationaux et qui fait que nous avons un vivier de talents qui doivent ensuite trouver des débouchés. Et puis, on parlait du numérique, près d'une start-up française sur deux qui est implantée en Île-de-France. Donc, on a ce territoire qui est une pépite, mais comme vous le dites, les choses bougent très vite et donc on ne peut pas vivre sur nos acquis. Et donc, on a vraiment une responsabilité qui est de soutenir cet écosystème pour lui permettre d'être toujours à la pointe, de l'aider à évoluer. Et c'est vrai que, par exemple, avec Saclay, on a fait évoluer ce monde en créant ces synergies, en créant aussi toutes les infrastructures, en créant les conditions pour qu'on reste leader en matière de recherche. Et puis, on a aussi cette responsabilité de faire que nous ne soyons pas seulement bons pour produire des idées innovantes, mais aussi pour aller jusqu'à la phase d'industrialisation et pour faire en sorte que ces excellents étudiants qui sont sur le territoire d'Île-de-France, ils trouvent des débouchés professionnels sur ce territoire et qu'ils ne soient pas amenés à aller à nous être d'une certaine manière chippés par d'autres pays. Et on sait à quel point les étudiants français sont prisés à l'international. Et donc voilà le sens de l'engagement de la région pour au global l'enseignement supérieur et la recherche. Et bien évidemment, dans ce sens, les Carnot correspondent totalement à ce que nous faisons, puisque nous créons cette synergie entre la recherche publique, la recherche privée, les débouchés industriels, et c'est tout l'objet des Carnot, ce qui fait que nous avons, au-delà de l'écosystème que nous mettons en place, au-delà de
de notre action qui va finalement depuis ce qu'on crée avec les lycées jusqu'aux infrastructures, jusqu'au métro, pour faire que les lieux d'excellence soient accessibles, eh bien, nous soutenons directement les Carnot en Île-de-France, 29 sur 39, soit 3 Carnot sur 4. Donc ça, c'est de l'aide directe. J'en citerai 2. Un, Alexandre, que vous connaissez bien, puisque c'est le projet Prisme, qui est porté par le CEA List et sur lequel nous venons de débloquer 2 millions d'euros via notre dispositif Grand Lieu d'innovation pour permettre aux entreprises d'adopter de nouvelles technologies numériques de l'industrie 4.0. Voilà un exemple concret de la manière dont nous agissons. Et puis un autre, j'ai vu tout à l'heure Amaury Martin, qui est par exemple celui de Curie Cancer, qui est labellisé Carnot et qui abrite un cryomicroscope de pointe et qui a été financé en partie par la région. Et effectivement, Valérie Pécresse était très heureuse de pouvoir venir aller voir cet instrument et voir son fonctionnement à l'occasion d'Octobre Rose, puisque je parle de l'Institut Curie, j'en profite pour dire que nous sommes totalement en soutien de ce moment tellement important qui est Octobre Rose. Voilà 2 exemples pour montrer concrètement notre politique pour maintenir, développer les équipements et les plateformes de pointe dans nos laboratoires, et cela en direction à la fois de la recherche académique, des entreprises, des industriels et en particulier les PME et les ETI. Pour la période 2021-2026, la région mobilisera 130 millions d'euros en faveur des équipements et des plateformes technologiques développées au cœur des laboratoires, pour maintenir, comme je le disais au début, leur excellence et leur attractivité internationale. Et voilà, qu'on soit toujours avec les infrastructures de meilleur niveau. Et puis, je disais tout ce qu'on fait sur aussi les autres types d'infrastructures, mais nous avons aussi la volonté de pousser des priorités sectorielles, parce que ce sont des priorités qui sont identifiées comme cruciales pour rester dans ce jeu international. C'est le cas de la bioproduction et de la santé. C'est le cas du quantique, vous en avez parlé. C'est le cas de l'intelligence artificielle, de l'industrie du futur ou encore des énergies renouvelables. Et bien évidemment, toutes ces thématiques, toutes ces priorités sont incarnées dans les Carnot, et cela justifie d'autant plus le soutien de la région Île-de-France. Donc écoutez, je profite de cet événement pour vous dire que dans cette période, c'est vrai qu'il est compliqué d'un point de vue budgétaire. C'est vrai, il faut le dire, eh bien, la région veut vous redire sa confiance et son soutien, et puis féliciter à nouveau tous les projets qui ont été montrés aujourd'hui, qui sont mis à l'honneur. Je vous remercie. Oui, je pense qu'on était bon sur le timing. On est bon on est parfait sur le timing, évidemment. Non, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite? Juste remercier Nelly Garnier et Martin, effectivement, pour leur présence et pour effectivement le soutien, et transmettre à Madame Valérie Pécresse effectivement nos remerciements, parce qu'elle était prévue au départ, et merci de l'avoir représentée aujourd'hui. Merci à vous. Merci infiniment à tous les 3, Nelly, Alexandre et Martin, pour vos mots. Merci pour votre engagement aussi envers l'innovation au service, bien sûr, de nos entreprises. On va passer maintenant à un autre temps fort de cette journée avec une table ronde consacrée à un sujet essentiel, central même, l'apport de la recherche et de l'innovation à l'industrialisation de nos territoires. Nos invités d'aujourd'hui vont partager avec nous leurs perspectives, leurs expériences aussi sur une question cruciale: comment stimuler l'innovation à l'échelle locale et nationale. On discutera aussi du rôle des PME, des grands groupes aussi dans cette dynamique. Et pour parler de tout ça, j'ai l'honneur de vous présenter nos intervenants et les inviter à me rejoindre sur scène. D'abord, Mehdi Gmar, directeur général de CNRS Innovation. Amaury Martin, on en a parlé, directeur du Carnot Curie Cancer et premier vice-président de l'AI Carnot. Pierre Passot, responsable des partenariats stratégiques et de recherche chez Airbus. Et enfin, Didier Moinereau, président de la CPME 91 et vice-président de la CPME Île-de-France. Mesdames, Messieurs, je vous invite, messieurs surtout, à me rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bienvenue, bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors normalement, on a assez de
de micro. Je pense qu'il y a un micro qui est juste derrière vous, monsieur. Voilà, c'est parfait. Alors aujourd'hui, la capacité d'un territoire, messieurs, à innover est plus que jamais, vous le savez, un levier absolument majeur pour son développement économique et social, qu'il s'agisse de la compétitivité industrielle, de création d'emplois ou encore d'attractivité internationale. Les territoires qui réussissent à créer un environnement propice à l'innovation voient de véritables transformations. Et on va en parler. Le sujet d'abord de la première question que je voulais aborder avec vous, messieurs, c'est comment on peut stimuler cette dynamique, quels sont les leviers aussi à actionner pour favoriser l'émergence de nouvelles idées et leur mise en œuvre, bien sûr, sur un plan local. On va en parler avec vous. Je ne sais pas qui veut commencer. Vous avez tous des points de vue très différents et très riches. Je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je pense que dans le mot territoire, moi, je retiens surtout le mot de proximité. Et je pense que cette émergence, la capacité à créer finalement des nouvelles idées qui vont se transformer ensuite en produits industriels, est basée vraiment sur la notion de proximité. Et si je commence par le mot proximité, parce que je représente donc le CNRS, et en fait le CNRS, il y a le mot national. Mais en fait, la première caractéristique du CNRS, c'est qu'il a des unités mixtes de recherche avec ses partenaires universitaires sur tous les territoires. Et donc c'est par définition un organisme national territorialisé. Et ce qu'on constate, et c'est tout à fait la dynamique qu'on peut retrouver dans le Carnot, c'est que c'est par les interactions quotidiennes entre nos ingénieurs transfert, entre nos BizDev, allant vers les entreprises et du monde de la recherche fondamentale, c'est par ces connexions-là. Donc j'aurais juste un mot pour dire et être très bref sur cette introduction, la proximité et la relation humaine. Et je fais juste un petit mot pour saluer toute l'action Carnot, parce que Alexandre disait que ça faisait 17 ans, et moi il y a 17 ans, j'ai dû faire la première convention Carnot où j'étais un petit bizdev qui allait découvrir le monde des entreprises. Et je crois qu'on peut saluer cette pérennité du dispositif. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être Amaury Martin, quelqu'un d'autre? Je vais prendre la suite. Bonjour. Parfait. Et merci de l'invitation. Je crois qu'il y a des choses qui ont été dites avant qui sont particulièrement éclairantes. On pense souvent innovation comme quelque chose de totalement globalisé, mondialisé. Finalement, on voit que c'est quand même d'abord et avant tout un sujet local. Et donc, quand on parle de stimuler l'innovation au niveau des territoires, c'est là où ça se passe en réalité. Et donc, ce qui a été dit juste avant est particulièrement éclairant. Le rôle des collectivités locales, le rôle des acteurs locaux, des liens entre les entreprises et les universités à une échelle finalement très locale, c'est probablement la clé de tout. Et on ne le dit pas suffisamment souvent, on imagine que ça se passe forcément à une échelle internationale, avec des grands groupes nationaux, mais comme ça vient d'être dit, non, ça commence sur le territoire. Alors effectivement, il existe des actions qui sont très concrètes. Alors ça a été dit également avant, c'est un peu un spoil, là, je l'en veux beaucoup à la région Île-de-France, mais des initiatives du type Grand Lieu d'innovation pour la région Île-de-France sont cruciales pour nous parce qu'elles permettent de soutenir un écosystème académique, mais avec une perspective, même une obligation, que ce soit ouvert aux entreprises, et donc de créer ce lien très clair entre les différents territoires. Et donc c'est des actions qui sont très concrètes. Alors là, on parle d'investissements qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros, mais le soutien à une journée comme celle qu'on vit en ce moment sont aussi des actions qui sont indispensables, et donc d'autres régions le font, mais c'est important de le rappeler que ce sont pour nous des éléments très importants. Idem, le soutien aux clusters, aux pôles de compétitivité. Ces organismes, ça peut paraître évanescent vu de l'extérieur, et en fait pas du tout. C'est vraiment les endroits où se passent les rencontres. Était abordé tout à l'heure qu'il fallait qu'on puisse se croiser, alors pas qu'à la machine à café, mais avoir les enfants dans les mêmes écoles ou acheter le pain dans la même boulangerie. Oui, mais quand c'est pas possible, il faut des lieux où on force les rencontres, on force les échanges, et donc l'innovation dans les territoires, elle commence par là. Donc les régions ont un certain nombre d'actions entre les mains, des plus onéreuses aux moins onéreuses. Voilà. Et puis quelques points, peut-être un petit peu de perspective. On voit arriver quand même des nouvelles formes d'innovation au travers de Living Lab, au travers de hackathons, au travers de moments où en fait on amène à créer cette innovation. Alors ça, pareil, ça peut paraître éloigné, mais le fait de se poser un certain nombre de défis, de faire rencontrer les usagers avec l'innovation. Enfin, j'ai une montre rose, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est Octobre Rose. On a besoin d'entendre ce que nous disent nos patients, les associations de patients, leurs proches, pour
nous-mêmes se questionner sur l'innovation et amener des nouvelles solutions technologiques. Donc voilà quelques pistes qui pourraient répondre à la question que vous posez. Merci infiniment. Peut-être Didier, en préparant nos échanges, vous nous disiez que l'innovation, elle peut être complexe à cerner, mais elle repose toujours sur des éléments communs, la nouveauté, la création de valeur, l'appropriation des utilisateurs. C'est quelque chose sur lequel vous voulez rebondir aussi? Je vous en prie. En fait, on vous entend très mal. Pardon, excusez-moi. Ben voilà, je vais parler un peu plus. Je disais, Didier, non, les retours sont bons quand on parle nous, mais quand vous parlez vous, on vous entend pas. En fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. C'est vous le principal et le plus important. Je vous laisse enchaîner. Donc, oui, alors, ce que je voulais apporter, moi, avec la vision des PME du territoire et de la région, c'est le fossé qui se creuse entre la recherche académique, la recherche fondamentale, l'innovation dans les grands laboratoires. C'est-à-dire que parallèlement au fait qu'on explose dans les startups, on a une classification au niveau académique qui grimpe d'année en année. On devient une référence et parallèlement à ça, on s'aperçoit que l'industrialisation du territoire stagne, voire même régresse. On a encore perdu, on est à 10% aujourd'hui d'industrialisation, et on a encore perdu des emplois, on a encore perdu de l'industrie sur le territoire. Donc on a un véritable problème, et je pense que peut-être c'est dans l'appréhension, la sémantique de l'innovation. Il faut peut-être passer beaucoup de temps pour expliquer que l'innovation démarre par le bon sens, démarre par un mode de réflexion, par un service. On a tendance à trop montrer auprès des entreprises que l'innovation, c'est l'innovation d'excellence qui est vue à l'international, et pas assez montrer que c'est abordable, c'est accessible et que chacun peut s'en emparer. Et ça, c'est un véritable challenge pour essayer de mettre ces ponts entre cette recherche et cette R&D qui est sur le territoire est fantastique, et le monde des PME, parce que je vous rappelle quand même que 99% des entreprises sont des entreprises de moins de 20 personnes en France. Ouais. Donc c'est juste pour resituer. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à prendre les capitaines d'industrie, parce que c'est eux qui font la vitrine sur l'international, mais sachez que toutes ces industries ne seraient rien s'il n'y avait pas tout ce réseau d'industries sous-traitantes et pour lesquelles il y a besoin d'innovation, parce que sans innovation, ils ne survivront pas. C'est important à rappeler, effectivement. Merci infiniment. Pierre, est-ce que vous partagez l'avis de Didier sur ce sujet de la sémantique, de l'innovation? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, alors, moi je dirais que pour aborder le sujet vu de l'industriel, effectivement, l'innovation, oui, mais dans certaines conditions. Et effectivement, j'aime beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure par M. Guespero. Le plateau de Saclay, il y a 20 ans, c'était quelque chose... Moi, j'ai habité dans ce coin-là, et effectivement, c'était complètement différent. Aujourd'hui, on peut se rendre à Paris-Saclay, il y a un endroit de vie. Et ça, c'est un point très important. Et effectivement, je reprendrai la notion des différents acteurs qui tournent autour de l'aménagement du territoire. Les laboratoires, les industriels et effectivement les donneurs d'ordre, les PME qui représentent la majorité effectivement des acteurs, les collectivités locales, la formation. Et tout ça, en fait, ça fait partie du développement. Voilà. Il y a juste un dernier point que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, les territoires, c'est une histoire, c'est une histoire industrielle. On peut bouger beaucoup de choses, mais effectivement, les secteurs industriels, les bassins d'emploi, les bassins industriels avec du savoir-faire qui est positionné, il est là, il existe, et c'est avec ça aussi qu'il faut composer. Merci beaucoup. Alors justement, ça me fait une parfaite transition pour la deuxième question. Vous le savez, la recherche publique, elle joue un rôle absolument déterminant dans l'innovation à la fois locale et nationale. Mais alors comment justement les efforts menés par les acteurs de la recherche dans ces territoires spécifiques, eh bien, ils peuvent être intégrés et coordonnés à l'échelle nationale? C'est vrai, et c'est l'objet de cet événement. Le réseau des Carnot est souvent mentionné comme étant un modèle absolument exemplaire de cette synergie entre le local et le national. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut faire plus? Quel est votre point de vue là-dessus? Mehdi. Je vais rebondir aussi sur le propos
de Monsieur Pierre. D'abord, peut-être sur la façon dont la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, en gros la recherche publique, c'est aussi repositionné avec tous ces acteurs qui accompagnent en fait vers le fameux transfert technologique. Et je pense que ce qui a changé profondément, c'est que on n'envisage plus tout à fait ce transfert comme un processus linéaire où on se passe chacun un bal avec moi je fais la recherche fondamentale, après je transfère de la recherche appliquée, puis après je fais un démonstrateur. Je pense que ce qui a profondément changé en 10-15 ans, c'est notre volonté en fait de travailler autour d'un projet et d'anticiper en fait les prochaines étapes. Et comme vous l'avez compris, ça fait quelques années que je travaille dans ce domaine-là, et en fait ça fait depuis 4-5 ans qu'on fait des tables rondes autour de et la première usine et l'industrialisation. Et autour de la table, on met la recherche fondamentale, mais on met aussi la région, on met un industriel, on a un grand groupe, ou souvent d'ailleurs des PME. Et je pense que c'est ça qui a profondément changé, c'est cette capacité à se dire que finalement, ce qui fait émerger une idée d'un laboratoire public, c'est cette envie collective et ce besoin collectif de réindustrialisation. Et je pense que ce point de vue-là, il a été aussi adopté par l'État lorsqu'il a créé les stratégies nationales d'accélération dans le cadre de France 2030, parce que c'était finalement, alors sans doute pas la première fois, mais c'était en tout cas exprimé comme ça de façon très claire en disant je vais financer sur une stratégie, par exemple le quantique, les batteries, l'hydrogène, je vais financer toutes les étapes de ce qui permet d'une idée à créer une première usine. Mais je ne vais pas le faire de façon séquentielle. C'est que je vais dire à l'ensemble de l'écosystème, j'ouvre plusieurs guichets en même temps qui vous permettent de voir en fait tout le parcours qui pourra être fait d'une idée dès le départ jusqu'à la première usine. Et je pense que c'est ça en fait qui a profondément changé et qui doit donner aussi espoir dans une trajectoire de réindustrialisation. C'est cette envie collective de ne plus regarder le problème simplement, encore une fois, de façon séquentielle, mais vraiment de façon systémique et collective. Très intéressant. Et là, vous avez laissé tout le monde bouche bée. Ça va. Je vous laisse réagir. Réfléchis, mais dit des choses très intéressantes. Votre question, c'est finalement comment on passe d'une sorte de preuve de concept ou comment on passe d'une innovation qui est dans un bassin, dans un territoire, avec des acteurs qui se connaissent historiquement parfois, à quelque chose d'autre. Alors déjà, le quelque chose d'autre, pour moi, c'est pas le national. Et ça, je pense que c'est une erreur. J'en parlais avec plusieurs personnes. Enfin, il faut arrêter de penser en fait le national. La question, c'est qu'on est face à des marchés internationaux quand on est sur l'innovation. Et un piège de la France, c'est qu'on croit encore qu'on a un marché national. On n'en a plus. C'est une information que je vous donne. Si on ne raisonne pas tout de suite en dehors de nos frontières, on va avoir des vraies difficultés parce que tous les autres pays du monde raisonnent déjà comme ça. Vous êtes en Belgique, vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes je sais dans quel autre pays, vous savez que vous n'avez pas de marché local. Donc nous, notre enjeu, c'est d'aider à passer ce cap-là. Et en fait, quoi de mieux que la recherche, qui par nature est quelque chose d'international, pour aider à faire ça. Donc le premier point, c'est de travailler avec des équipes de recherche, parce qu'une entreprise qui est toute seule dans son coin, elle va avoir beaucoup de mal à faire ça. C'est vrai que le fait de s'associer à des équipes de recherche, tout de suite, ça va lui ouvrir un spectre possible de collaboration. N'importe quel chercheur a des collaborateurs aux quatre coins de l'Europe, aux quatre coins du monde, et donc tout de suite on va commencer à pouvoir l'emmener sur une autre dimension et l'aider à avoir une meilleure vision de son marché. Ça, c'était la première réflexion. Par contre, la deuxième, c'est que c'est compliqué, une entreprise aujourd'hui, de lui dire trouver une équipe de recherche, elle est face à un mur, elle ne connaît peut-être que quelques acteurs autour d'elle, et souvent, et c'était dit juste avant, ce sont des toutes petites entreprises qui n'ont pas de division R&D, qui n'ont pas de directeur de l'innovation ou de directrice de l'innovation, et donc c'est compliqué. Et c'est là où arrive ce que le réseau des Carnot peut apporter. Finalement, c'est un guichet unifié, commun, j'aime pas le mot unique parce qu'il y aura différentes voies d'accès, mais c'est un guichet auquel on peut taper à la porte et qui va assez rapidement rediriger vers, on va se faire plaisir, la crème de la crème des équipes qui sont en capacité de faire ce travail-là. Et donc le cheminement peut être plus rapide. Et donc je pense que c'est un enjeu pour nous de répondre à ces demandes et d'être en écoute pour aider ceux qui en fait n'ont pas l'habitude de travailler avec des équipes de recherche et les accompagner dans les premiers contrats, puis les deuxièmes, et après on voit des belles histoires comme ça a été présenté tout à l'heure.
C'est vrai ce que vous dites, de nombreuses startups, de nombreux dirigeants de PME se disent souvent freinés dans leur démarche d'innovation, soit par manque de temps, soit par manque de ressources. Comment l'innovation, elle peut, et la recherche d'ailleurs, elle peut venir soutenir ces entreprises dans ce domaine? Je voulais rebondir un petit peu sur ce qui avait été commencé à être dit. Pour l'industriel, effectivement, la recherche, Airbus, en tant que donneur d'ordre, est une entreprise européenne et donc effectivement va puiser les actions de recherche partout dans le monde. Mon rôle, moi, c'est d'essayer de défendre la partie française et donc de trouver les pépites et de défendre effectivement toute cette partie de recherche française dont l'organisation française est effectivement extrêmement riche. Je pense que l'organisation typiquement Carnot va répondre en fait à l'interconnexion qu'il peut y avoir entre les différents acteurs, partiellement. On ne peut pas répondre. J'ai cité quatre entités, les labos, les entreprises, les collectivités, la formation. On ne peut pas mettre tout le monde en même temps en discussion. Ça ne marche pas. Le problème est trop compliqué. En revanche, on peut résoudre une partie de cette collaboration entre ces différentes entités. Et le Carnot est un très bon exemple. Typiquement, cette journée aujourd'hui, elle est, pour moi personnellement, elle est incroyable parce qu'en une journée, je peux contacter un nombre impressionnant de chercheurs et de laboratoires pour discuter. Ça, c'est le premier point. Et l'organisation Carnot, elle a également un avantage, c'est que ça offre pour l'industriel qui est géographiquement localisé à certains endroits en France, de pouvoir aborder un réseau par l'intermédiaire d'un partenaire. Et Dieu sait comme c'est compliqué de constituer un partenariat avec un partenaire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est assez variable. En fait, il y a des partenariats qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Une question d'homme, en fait, tout simplement. Moi, j'ai des exemples incroyables et j'ai des exemples qui sont un petit peu plus timides. Mais en fait, c'est ça. En fait, je pense que le Carnot, ça offre l'accès rapide à tous ces laboratoires. Et le deuxième élément qui est très important, c'est que les problèmes de la recherche sont de plus en plus multidisciplinaires. Et en fait, on ne peut plus, pour traiter une problématique, s'appuyer uniquement sur un laboratoire. On a besoin de créer un réseau de laboratoires pour régler une problématique. Voilà. Et je pense qu'en ça, c'est important. Alors, c'est vrai pour Carnot, c'est vrai aussi pour d'autres organisations de recherche. Didier, je vous en prie. Alors, je crois en effet, pour compléter, les Carnots sont vraiment le dispositif intermédiaire nécessaire pour faire les ponts dont je parlais tout à l'heure, de façon à pouvoir relier le monde économique au monde de la recherche. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Amaury sur son propos, quand il dit que, et il ne répond pas à la question, comment peut-on décliner la recherche sur le territoire national. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que depuis 20 ans, sur le territoire de Saclay, qui n'était pas un centre de développement et de recherche comme il l'est aujourd'hui, toute l'ingénierie, tout le savoir s'en va à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement international et on part, on ne va pas montrer du doigt certaines parties du monde, mais vous avez tous compris. Donc le véritable problème pour moi, c'est de se dire, bien sûr qu'il faut avoir au moins un raisonnement européen, à minima, et un rayonnement mondial. Mais il ne faut pas en oublier pour autant notre pays, parce que n'oubliez pas que c'est quand même le PIB qui finance la recherche fondamentale et les recherches académiques, et que si vous n'avez plus d'entreprises qui produisent, je vous signale quand même qu'on est en déclin au niveau du PIB, on ne pourra plus financer grand-chose. Donc il faut aussi entrer ça dans ces considérations. Il faut absolument se dire, nos territoires, quels qu'ils soient, qu'on ne raisonne pas en franco-francilien, ça ne me dérange pas du tout, mais il faut que nos territoires français, tout du moins tant qu'on raisonnera au niveau d'un PIB national, il faut le défendre, ce territoire, pour pouvoir continuer à prospérer.
Amaury, est-ce que vous souhaitez répondre? Non, parfaitement d'accord avec ça. L'un n'est pas contre l'autre. C'est juste que si on voit moi, j'étais plutôt en train de penser à des entreprises, de comment on les aide à grandir et au contraire à renforcer leur base et qui vont elles-mêmes être dépendantes du tissu dans lequel elles sont aujourd'hui. Donc l'un n'est pas contre l'autre. C'est clair que c'est un sujet d'évangélisation des entreprises, de leur faire comprendre que si elles veulent prendre la place qu'elles estiment au niveau mondial, il faut qu'elles intègrent l'innovation dans leur approche. Et là, il y a un sujet qui n'est pas simple. Est-ce que le sujet aussi, c'est celui des grands groupes comme Airbus? Est-ce qu'ils peuvent agir aussi d'une manière ou d'une autre pour emmener leur écosystème vers les PME, vers les startups? Quel est le rôle de ces grands groupes, selon vous, dans la recherche et l'innovation? Je vous en prie, Pierre. Je prends le micro. Bien sûr. Alors, donc en fait, Airbus est un donneur d'ordre. C'est-à-dire que il est très très loin de fabriquer l'avion. Pour ça, en fait, il va avoir la capacité de spécifier, de définir en fait une orientation par les grands programmes en fait qui sont lancés. Son rôle, c'est également de définir les grands principes, donc de lancer des activités de recherche pour définir les grands principes qui vont définir qui vont permettre de faire face aux grands enjeux. Hein. Là, je vais peut-être les citer plusieurs fois, mais je veux dire, il y a la souveraineté, il y a l'environnement, il y a tous les aspects qui sont liés en fait à l'arrivée de l'IA, les formations, etc., qui sont associées. Il y a un certain nombre d'enjeux auxquels il faut faire face. Évidemment, l'innovation, la recherche sont des, on va dire, des ressources au même titre, pour ça en fait, sont des ressources au même titre que que les minerais par exemple, hein, tout simplement, et qui vont permettre de faire face à ces barrières technologiques. Et derrière en fait, Airbus va décliner ses activités en s'associant à des partenaires, soit des partenaires de rang 1, de rang 2, des PME, pour faire en sorte que ces innovations et l'industrialisation de tous ces procédés puissent être prises en charge par tout ce tissu industriel. Voilà, c'est une première réponse que je peux donner. On pourra développer effectivement sur le rôle des grands groupes. Le rôle des grands groupes, ouais. Mais également sur la manière dont on s'y prend, peut-être dans une autre question. Tout à fait. Et si vous souhaitez le faire, je vous en prie, Didier, il est au taquet. Oui, c'est ça. Non, parce qu'il y a un sujet quand même important par rapport aux grands groupes, c'est le dispositif Pacte, par exemple, PME, est un très beau dispositif qui permet de réfléchir comment intégrer le tissu industriel et de les impliquer mais ça reste assez théorique. Assez académique comme réflexion. Je pense que les grands groupes, peut-être au travers du mécénat de compétences, ont travaillé il n'y a pas très longtemps sur le sujet du recul de l'âge de la retraite, sur l'employabilité des personnes en fin de carrière. Et bien peut-être que dans ces grands groupes, ces personnes pourraient venir en aide du tissu économique pour essayer d'évangéliser et d'inculquer la notion de recherche, de développement et de partenariat. On a, je pense, encore beaucoup de choses à faire avec les grands groupes, mais un peu plus pratico-pratique, parce que la particularité des PME, c'est ça en fait, c'est le pratico-pratique. C'est malheureusement, ils n'ont pas assez de recul pour considérer tout autre mode de fonctionnement. Oui, et peut-être un mot d'ordre général puisqu'on parle de l'innovation, sur l'importance en fait de la recherche partenariale avec les grands groupes, avec les PME. Alors, au-delà du fait qu'effectivement, ça va créer des innovations, ça va créer des nouveaux produits, c'est un formidable levier de motivation et d'entraînement humain. Le CNRS a lancé une communauté qu'il appelle les ambassadeurs de l'innovation, c'est-à-dire des chercheurs et des chercheuses qui ont eu une action dans l'innovation, du transfert technologique, une création de start-up, un brevet.
Et moi, je suis à chaque fois émerveillé par l'effet d'entraînement que ça a. Et ça permet effectivement de changer l'image de ce que c'est de faire de la recherche partenariale. Et là, on peut rendre grâce aussi à tous les BizDev, ingénieurs transfert du Carnot qui vont finalement donner une image de la recherche fondamentale différente. Et je crois qu'on parle de création de start-up, d'un contrat avec Airbus, d'un contrat avec une PME. Il faut ne jamais sous-estimer les aventures humaines qu'il y a derrière, les hommes et les femmes qui s'engagent. Et je pense qu'il y a aussi un élément transformant, aussi bien pour les entreprises. Lorsqu'un jeune docteur vient travailler dans une PME, ça change la culture. Mais aussi l'effet transformant pour nos organismes, nos labos de recherche. Et c'est vrai que la valeur ajoutée de la recherche partenariale, je pense qu'elle doit être amplifiée et encouragée et reconnue aussi dans le parcours effectivement des chercheurs et des chercheuses. Et alors, moi, je vais donner une pointe un peu négative, en tout cas une question. Il y a quelques années, au sein de l'Institut Curie, donc Carnot, Curie, Cancer, nos plus grands partenaires étaient des grands groupes pharmaceutiques, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Plus du tout. Nos top 5 des clients, si on parle comme ça, sont des startups, sont des entreprises qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, qui ont fait des levées de fonds assez importantes et sont devenus nos plus grands clients. Donc ça nous questionne quand même parce que pour nous, la force d'un grand groupe pharmaceutique, c'est quand même la capacité de produire, c'est quand même la capacité d'avoir des usines, c'est quand même la capacité de mettre sur le marché des produits, d'avoir des capitaux très importants derrière. Et donc, il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans un système où en fait, on n'a plus de grands groupes qui sont en fait, essentiels dans le dispositif. Donc une suggestion, en tout cas un point à mon avis important où les grands groupes peuvent agir, c'est peut-être propre à la santé, mais ça se rapproche de ce qui a été dit avant. C'est que ce travail il doit se faire quelque part en tripartite avec des équipes de recherche, des plus petites entreprises et des grands groupes qui sont derrière, parce qu'à un moment ou à un autre, soit ces petites entreprises vont être rachetées par ces grands groupes, soit elles vont devenir elles-mêmes des grands groupes, mais on a besoin de ce tripartite. Et c'est vrai que je suis inquiet de voir certaines de nos innovations donner des fantastiques startups avec des brevets qui sont très bien valorisés, y compris avec des copropriétés avec le CNRS. Mais in fine, finalement, le développement final et la production se fait avec des groupes internationaux. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se joue là, sur lequel on doit être vigilant. Juste, très rapidement. Oui, très rapidement. Je voulais juste rajouter une précision, en fait, concernant l'entraînement qu'il peut y avoir d'un donneur d'ordre comme Airbus vers les PME. Dans la filière aéronautique, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour pouvoir justement créer ce lien. Donc, il y a des organisations qui sont en lien avec la DGAC, le CORAC, le GIFAS, dont l'objectif en fait est justement donc au travers de financement d'identifier les PME dont je parlais tout à l'heure, de s'assurer que ces PME vont pouvoir être impliquées dans les démarches de financement pour pouvoir embrayer en fait l'innovation et l'industrialisation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en fait, il y a par thème technologique. Airbus, en fait, il y a les IRT déjà. Donc ça, c'est par thématique technologique. On a aussi, en fait, par verrou technologique. Donc là, c'est Airbus, en fait, qui propose des thématiques et qui va financer des PME, en fait, qui embrayent dans ces domaines-là. Et enfin, il y a aussi un élément qui est très important, c'est les financements de l'État qui sont importants parce que du coup, ça va permettre de doper et ça va permettre d'amener toute la dynamique. Alors, donc, je vais citer le CIR, mais il y a aussi un élément qui est très important, c'est le CIFRE. Le CIFRE, pour moi, c'est la brique élémentaire qui permet de démarrer un partenariat. C'est vraiment un élément très important. C'est facile à mettre en place et c'est extrêmement compétitif par rapport aux autres pays. Et du coup, ça permet à la fois de démarrer un partenariat, ça permet de récupérer des sujets qui étaient, une fois de plus, un Airbus et européen, ça permet de récupérer des sujets en France et de cette manière-là, on démarre des histoires. Merci infiniment pour cet échange. Je suis désolée, j'aimerais que ça dure des heures et des heures, mais il faut qu'on arrive à la suite du programme. Merci, je pense qu'on peut vous applaudir tous les quatre. Mehdi Gmar, Amaury Martin, Didier Moineroux et Pierre Passot pour ces échanges passionnants.
Un dialogue qui montre aussi, oui, je vous invite, merci, à libérer la scène, qui montre aussi à quel point la collaboration entre la recherche publique, les PME, les start-up, les grands groupes aussi, l'État, bien sûr, et bien tout ça, c'est crucial pour bâtir un écosystème d'innovation durable. Merci infiniment encore à tous les quatre. On arrive maintenant, mesdames et messieurs, à un moment attendu de cet événement pour conclure cette journée dédiée à l'innovation, la recherche et au dialogue entre les différents acteurs académiques. Nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui va nous offrir ses réflexions, une introduction aussi sur les enjeux actuels et les perspectives pour l'avenir. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Je vous laisse le pupitre. On peut l'applaudir. Merci infiniment. Monsieur le Président de l'Association des Instituts Carnot, cher Alexandre Bounou, Monsieur le Directeur de l'EPA Paris-Saclay, cher Martin Guépro, Monsieur le Président de la CPME de l'Essonne, Monsieur Didier Moinereau, Monsieur le Directeur Général de CNRS Innovation, Monsieur Mehdi Gmar, Monsieur le Directeur du Carnot Curie Cancer, Monsieur Amaury Martin, Monsieur le Responsable des partenariats stratégiques de recherche d'Airbus, Monsieur Pierre Passot, Madame la déléguée spéciale à la recherche et à l'enseignement supérieur de la région Île-de-France, chère Nelly Garnier, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les lauréats des prix Carnot et acteurs du réseau Carnot, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, je vous retrouve cet après-midi avec un réel plaisir. Je le disais à l'instant en arrivant, tout d'abord parce que nous sommes réunis pour célébrer les Instituts Carnot, un dispositif historique, je pense que ça n'est pas nécessaire de le rappeler, soutenu par l'État depuis 2006. Donc on voit bien qu'il y a quand même fort heureusement aussi un certain nombre d'éléments de continuité, et notamment quand ce sont des dispositifs qui fonctionnent, ce qui est évidemment le cas. Ensuite, parce que nous partageons avec de nombreuses entreprises fortement impliquées dans la recherche et l'innovation cet esprit d'avant-garde vital pour l'avenir de la compétitivité de la France. Depuis ma prise de fonction, engagée aux côtés du Premier ministre Michel Barnier et avec les membres du gouvernement, j'ai à cœur de rappeler combien ce ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est finalement le ministère de l'avenir. Cet avenir se construit évidemment au présent et les acteurs engagés pour le succès du réseau des Carnot en sont, à mon avis, une parfaite illustration. Grâce à des collaborations justement exemplaires entre instituts de recherche et entreprises, véritables piliers de l'action que je veux évidemment aussi conduire à la tête de ce ministère. Cette action, dont je détaillerai les contours et les aspects opérationnels prochainement, aura comme axe prioritaire, et je me permets de l'indiquer, tout d'abord le pilotage d'une offre de formation supérieure en lien constant avec les besoins socio-économiques pour mieux garantir les débouchés vers le monde professionnel et répondre aux besoins de nos entreprises qui constituent le ciment de l'économie française. Et je pense que considérer que l'enseignement supérieur et la recherche ont un rôle à jouer pour le développement de la prospérité ne doit pas être un tabou. C'est aussi le renforcement de l'investissement national, public-privé, dans la recherche et l'innovation pour préserver la compétitivité de la France. Et vous le savez, là aussi, nous avons des enjeux parce que certains de nos compétiteurs européens et internationaux sont dans des proportions très conséquentes d'investissement de leur richesse nationale en matière de recherche. Bien entendu, ces dimensions seront liées aux besoins, je le crois, d'une nouvelle phase aussi d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur en général et des universités en particulier, en contrepartie d'un véritable effort de simplification, de transparence et d'évaluation. Mais aussi, car c'est fondamental, de la prise en compte du bien-être de nos étudiants qui sont partout, que cela soit en métropole ou en Outre-mer, nos talents de demain. Mesdames et messieurs, la recherche est un investissement. Et le budget qui accompagne nos efforts de recherche doit être conçu et perçu comme un levier de la compétitivité nationale. Je vous le confirme aujourd'hui, malgré, et je pense que nul besoin d'insister, un contexte budgétaire national extrêmement contraint, je me bats pour maintenir la priorité d'une politique française de recherche et d'innovation concrète, pragmatique
et servant nos objectifs et secteurs stratégiques. La recherche partenariale publique-privée, qui guide d'ailleurs les 39 instituts Carnot, le démontre à mon sens parfaitement. Le financement historique depuis 2006 de l'État de 1,2 milliard d'euros a permis aux instituts de générer 7 fois plus de recettes contractuelles, puisque nous en sommes à 7,5 milliards d'euros, représentant un véritable effet de levier, et en tout cas, il est assez admirable. Si les Carnot représentent déjà la moitié de la recherche contractuelle, l'ambition est d'accroître l'engagement des industriels et d'atteindre évidemment collectivement l'objectif affiché par l'IA Carnot d'1 milliard de recettes contractuelles par an à l'horizon 2030. Précisément, la politique de valorisation de la recherche publique doit marcher sur ces deux jambes, la création de start-up d'une part et la recherche partenariale d'autre part. À l'évidence, si l'intérêt médiatique va à la création de start-up, il est tout autant nécessaire de développer, à côté d'une politique volontariste en matière de création de start-up, une politique ambitieuse de recherche partenariale pour alimenter cet enchaînement vertueux de la recherche publique à la recherche industrielle, favorisant l'innovation et la croissance des entreprises existantes pour assurer le développement ou encore le maintien des emplois sur le territoire national. Et cette question, évidemment, de l'articulation Lab-Fab est essentielle. Là aussi, vous en avez sûrement parlé autour de vos échanges. Dès lors, le rôle des instituts Carnot est essentiel de ce point de vue. Ils sont les acteurs indispensables pour assurer la diffusion de la connaissance depuis les laboratoires publics de recherche vers l'univers des entreprises. Et il est capital de focaliser leur action vers nos PME et les ETI qui, nous le savons, ne sont pas toujours spontanément en contact avec les établissements publics de recherche. Les instituts Carnot ont donc cette force formidable, leur capacité à se projeter vers les entreprises pour leur présenter les compétences des laboratoires publics de gestion. Dans le secteur privé, on appelle cela le business développement. C'est un concept qui n'existait pas de manière naturelle dans le secteur public ou qui n'était, il faut bien le dire, parfois pas considéré comme politiquement correct jusqu'à une période récente. Les instituts Carnot ont donc porté cette mission de business développement des laboratoires publics de recherche. Et aujourd'hui, je pense que les choses de ce point de vue-là sont assez naturelles et cette démarche engagée, eh bien, je pense qu'elle est en tout cas plus largement et plus communément acceptée. Par exemple, le CNRS s'est doté d'une équipe d'une centaine d'ingénieurs transferts et les pôles universitaires d'innovation se dotent eux aussi de business développeurs. Il appartient donc aux instituts Carnot de bien se coordonner avec de nouveaux venus en évitant de solliciter les mêmes entreprises et évidemment de saturer ainsi leur capacité d'écoute et donc pour cela d'intégrer les échanges des PUI. Au cours de cette journée, des milliers d'acteurs, chercheurs, entrepreneurs industriels ont échangé dans l'optique de créer des coopérations publiques-privées. Je tiens vraiment à saluer aussi bien leur engagement que leurs travaux. Les lauréats des prix Carnot, tout comme le projet lauréat du Grand Prix de la recherche partenariale que j'aurai la chance et l'honneur de remettre dans quelques instants, sont des sources d'inspiration pour nombre d'entre vous et j'ai envie de dire pour nous tous. Je tiens à saluer les équipes des laboratoires de recherche et des entreprises qui apportent des solutions innovantes dans des secteurs que l'État considère comme prioritaires. L'hydrogène pour la mobilité, je parle là aussi sous le contrôle de Monsieur le Préfet, le stockage massif d'électricité ou encore les nouveaux matériaux aux propriétés remarquables, la sécurité et la défense, la construction grâce à du bois éco-responsable et on pourrait là aussi continuer évidemment cette liste. Au-delà de ces secteurs, j'ai pris connaissance avec un immense intérêt de projets témoignant eux aussi de la vitalité de notre écosystème de recherche et d'innovation avec impact. Permettez-moi de citer les électrolyseurs compacts permettant de décarboner les chaudières, les organes sur puce
dans le domaine du biomédical, l'automatisation du tri des matériaux et des déchets industriels à partir de la robotique et de l'intelligence artificielle, et même la dépollution des traverses de chemin de fer grâce aux champignons. Là aussi, c'est assez fabuleux de voir ce type d'innovation. Et d'ailleurs, je me permets aussi d'indiquer, vous l'avez sans doute remarqué, évolution importante au cours de la réorganisation, en tout cas des périmètres ministériels, puisque désormais, un secrétariat d'État est directement rattaché à l'enseignement supérieur et à la recherche autour des questions du numérique et de l'intelligence artificielle. Là aussi, ça n'est pas que symbolique, mais c'est véritablement là aussi pour faire passer le message, parce que, évidemment, jusqu'à présent, cette question était traitée à Bercy au sein de la Direction générale des entreprises. Il s'agit là clairement d'indiquer qu'il y a un travail indispensable et nécessaire à faire, parce que recherche, là aussi, et innovation en matière de numérique et d'intelligence artificielle doivent évidemment aller de pair. Surtout, les résultats concrets des recherches que je viens de mentionner sont considérables, de l'anticipation des évolutions et simplifications normatives jusqu'au développement d'activités économiques dans le monde entier. Et d'ailleurs, le Carnot du partenariat mené par une jeune chercheuse ayant permis l'ouverture d'une filiale aux États-Unis, à cet égard, est très révélateur. Je tiens aussi à saluer l'engagement de l'association AI Carnot et l'ensemble de ses équipes qui, au-delà de l'organisation de ce formidable événement auquel j'ai la chance de participer ce soir, œuvrent à la structuration du réseau des Carnots avec une dynamique d'alliance. Et surtout avec constamment de nouvelles alliances dans des filières et des secteurs jusqu'alors peu ou non couverts, dans les domaines de l'industrie du futur, dans le domaine par exemple de la mer. J'étais samedi dernier au 40e anniversaire de l'IFREMER, l'occasion de saluer là aussi l'excellence de notre recherche océanographique. Et d'ailleurs, j'étais là aussi très heureux de constater que la dynamique engagée, si vous prenez le classement de Shanghai, classement thématique, eh bien, grâce à l'IFREMER et à l'écosystème, eh bien, la France est classée, et l'UBO est classée 5e mondiale dans la recherche océanographique. Ça aussi, ce sont de véritables pépites et qui montrent que l'excellence, eh bien, elle n'est pas l'apanage des grandes métropoles, mais vous pouvez la retrouver sur l'ensemble de notre espace territorial français. Évidemment, dans le secteur de l'énergie et même des domaines un peu plus, je dirais, inattendus comme la mode et le secteur du luxe. Ce développement stratégique assure une offre de services efficace, évidemment, à destination d'entreprises d'avenir. Mesdames et messieurs, c'est bien ce continuum qu'il nous faut à la fois protéger, mais aussi promouvoir à l'avenir. Celui qui récompense l'ingéniosité scientifique, mais également la capacité de transformation d'une idée en une technologie, puis en une entreprise capable de passer du prototype, effectivement, à l'industrialisation. Avec toujours au cœur de l'action la mobilisation des talents, la création d'emplois, et le partage de valeurs aux quatre coins de notre pays, comme je viens de l'indiquer. Vous le savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a apporté un soutien déterminant au dispositif Carnot, et je le dis d'autant plus volontiers que je m'inscris là dans la lignée de celles et ceux qui m'ont précédé, et c'est l'occasion de rappeler aussi la continuité de l'action de l'État. Déterminé là aussi au fil du temps, de telle sorte que le dispositif Carnot, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, soit également pleinement consolidé, notamment en déplafonnant par exemple le montant du budget dit de ressourcement. L'objectif est de pouvoir retrouver un taux cible d'abondement de 30% à l'horizon 2027. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il était de 11%, et d'élargir évidemment progressivement le dispositif à d'autres laboratoires de recherche reconnus pour la qualité de leurs travaux et leurs liens soutenus avec les entreprises. L'ouverture du dispositif est donc un enjeu majeur, car, je le crois, les instituts Carnot doivent être un club ouvert à de nouveaux acteurs. Il est donc essentiel de poursuivre cette expansion en gardant à l'esprit la nécessité de répartir avec cohérence les thématiques de recherche des instituts pour les faire correspondre à la structure industrielle de notre économie et notamment aux objectifs de France 2030. Vous le savez, s'adapter aux transitions ne se fait pas sans évaluer
et prendre du recul, sans perdre de temps, mais avec le souci de l'efficacité comme maître mot de l'action publique et collective. C'est pourquoi il est apparu important de disposer d'une évaluation des instituts Carnot préalablement au lancement d'un nouvel appel à candidature. Les conclusions sont attendues pour la fin du mois de novembre et permettront, j'y veillerai par la suite, de s'assurer du bon positionnement du dispositif des instituts Carnot dans le paysage de notre recherche partenariale pour renforcer sa dynamique et son impact sur la recherche privée. L'objectif sera de proposer un nouvel appel à candidature au printemps 2025, donc vous le voyez, dans un horizon très proche. Mesdames et messieurs, les Carnot, ce sont plus de 35 000 professionnels de la recherche, dont 10 000 doctorants qui agissent chaque jour aux côtés de start-up, de PME, de pays et de grands acteurs industriels pour l'excellence scientifique, technologique et d'innovation de notre pays. Et avec cette excellence résolument tournée vers la performance européenne et la conquête internationale, parce que l'une de mes autres convictions, c'est de considérer que dans un certain nombre de domaines, désormais, les enjeux se situent à l'échelle européenne. Vous avez sans doute noté que le Premier ministre lui-même, dans son discours de politique générale, insistait sur le fait que l'Europe était une nécessité. En matière de recherche et d'innovation, nous savons que c'est le cas. En tout cas, sachez que je serai aux côtés des Carnot, nous serons à leur côté. En tout cas, merci pour ce qui a été réalisé et je formule des vœux pour que cette dynamique engagée puisse évidemment se poursuivre. En tout cas, l'État sera à vos côtés pour faire en sorte que la recherche publique puisse pleinement prendre sa part dans le travail avec le secteur privé et contribuer à la richesse de notre écosystème. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour ces mots. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce que vous voulez bien qu'on échange de place? Je vous donne ce micro et je me mets au pupitre. Merci beaucoup. Parce que la journée n'est pas terminée, on y est presque, mais vous avez un rôle clé, encore une fois, Monsieur le Ministre, dans un instant, parce qu'on va assister à un moment très attendu, bien sûr, de cette journée. C'est la remise du Grand Prix Carnot de la recherche partenariale. C'est un prix qui symbolise l'excellence des collaborations entre la recherche publique, on l'a dit, et les entreprises, vous en avez parlé, un levier, vous le savez, indispensable pour l'innovation et le développement de notre industrie. J'appelle pour ça Diane Vinet sur scène à me rejoindre avec, regardez-moi ça, ce magnifique prix créé toujours par les étudiants de l'école CY. Monsieur le ministre, je vous en prie. Ça marche. Monsieur le ministre, vous allez remettre ce prix ce soir à Olivier de Almeida. Félicitations, c'est son deuxième prix ce soir. Grand Prix Carnot. Immense félicitations. Vraiment, c'est avec un immense plaisir que je vais évidemment vous remettre ce prix. Vous dire que c'est ce fameux Grand Prix Carnot de la recherche partenariale, c'est aussi l'occasion évidemment de mettre la focale sur ce que vous avez pu réaliser, mais à travers cela aussi montrer l'exemple et indiquer, je dirais, à d'autres qu'il y a des chemins possibles de la recherche, de la réussite autour de ces actions partenariales. Vous en êtes une parfaite illustration et donc vraiment merci à vous et très vive félicitations. Merci beaucoup. Eh bien, évidemment, qui dit partenariat dit travail en interface entre le public et le privé. Là aussi, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Enfin, j'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Vous le savez tous, si on veut que les choses progressent, si nous voulons améliorer globalement la part de notre recherche française, eh bien, cela ne peut se faire qu'avec une interaction entre le secteur public et le secteur privé. Et donc, merci de contribuer ainsi à faire en sorte que cette dynamique publique-privée soit pleine et entière. Félicitations. Un petit mot peut-être. Je vous en prie. Merci beaucoup.
Évidemment, je suis très honoré de recevoir ce prix. Hein. C'est le fruit d'une belle collaboration avec AICO. On les a accompagnés depuis le début, depuis l'accueil au labo, l'idée, le transfert de compétences, de techno, puis petit à petit la recherche qui se développe, les contrats CIFRE, tout ça pour aboutir à un développement d'une pièce élémentaire de l'écosystème hydrogène, les piles à combustible, tout ça avec des développements en lien avec mes activités de recherche. Enfin, pour moi, c'était une belle réussite de partenariat. Et c'est aussi une aventure humaine, évidemment, enfin, avec Ludovic Barbès, Romani Costanzo et Alain Fontaine, les 3 fondateurs de l'entreprise. Donc merci encore, merci au Carnot pour ce prix. Merci beaucoup Olivier. On est ravis. L'innovation, ça ne se fait pas par hasard. L'innovation, ça vient pas de nulle part. Et en fait, c'est un chemin, c'est quelque chose, ça ne tombe pas du ciel. C'est vraiment un travail qu'on amène et qu'on fait vivre. Et c'est vraiment une aventure humaine. Donc merci beaucoup pour cette reconnaissance. Merci les Carnot. Bravo encore, bravo. Félicitations. On va faire une photo, si ça ne vous dérange pas, Olivier, juste avant votre départ. Peut-être une photo, si ça vous convient. Oui, je me permets juste de rajouter un petit mot, parce que tout à l'heure, ça a été dit autour de la table ronde, et vous l'avez redit. Je pense qu'on n'insistera jamais assez sur le rôle clé aussi de nos doctorants en dispositif CIFRE. Parce que, en fait, c'est la base même de l'édifice. Je pense que nous devons collectivement faire en sorte que, d'abord, ce dispositif continue à se développer, parce que c'est vraiment, je dirais, un levier important de cette relation publique-privée, et d'autre part, parce que ce sera aussi l'occasion de faire en sorte que l'on puisse valoriser le doctorat dans l'écosystème économique. Et on voit bien que, là aussi, c'est un enjeu essentiel, parce que cela se fait beaucoup à l'étranger, et nous avons là aussi des choses encore à apprendre en la matière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Une petite photo, le photographe est juste là. On va vous demander de vous rapprocher, de vous avancer peut-être un petit peu. Bien sûr, je vous le prends et je vous rends ça juste après la photo. Ça vous va? Ça marche. Et que tous les gagnants aussi des prix aujourd'hui me rejoignent sur scène. On va faire une photo tous ensemble, si ça vous convient. Merci infiniment. On peut les applaudir encore une fois. Félicitations. Les remettants des prix, bien sûr, sont les bienvenus sur scène aussi. Regardez-moi ça, c'est mieux qu'au Festival de Cannes. Ah là 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 là. Alors, je vais juste vous demander de vous... Regardez, on va faire ça. Décalez-vous, encore, jusqu'au pupitre. Encore, je vous en prie. On a de la place. Voilà, magnifique. On sourit, on peut encore les féliciter. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je vous remets ça, Monsieur le Ministre. Merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci pour cette remise de prix. Merci aussi pour ces interventions. Ça continue de discuter. Ça y est, c'est aussi la fin de cet événement. On aimerait que ça continue encore des heures et des heures, des jours et des jours. Mais ça n'est pas fini. On arrive à la fin de cette journée exceptionnelle marquée, vous l'aurez compris, vous l'aurez constaté aussi, par des échanges d'une qualité exceptionnelle, des débats passionnants, aussi des rencontres qui, on l'espère, déboucheront sur des collaborations prometteuses et futures. Ce rendez-vous des Carnot 2024 a été une fois de plus un véritable carrefour de l'innovation aussi, où la recherche, l'industrie et les territoires se sont rencontrés aujourd'hui pour construire ensemble l'avenir de nos entreprises et de nos régions. Je tiens à remercier au nom des Carnot très chaleureusement tous nos invités pour cette journée, pour leur contribution aussi. J'aimerais adresser aussi un dernier mot de remerciement tout particulier à toutes les entreprises, les PME, les ETI, les chercheurs présents aujourd'hui qui font vivre aussi cet événement en apportant leur énergie, leur projet, leur passion pour l'innovation. C'est grâce à vous, mesdames et messieurs, que le rendez-vous Carnot continue année après année de créer
des synergies porteuses de progrès. Alors, je vous dis depuis tout à l'heure que c'est fini, mais en fait, ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'il reste encore un moment convivial à partager. Nous vous invitons à prolonger ces discussions et ces rencontres lors d'un cocktail networking juste en dehors de l'amphithéâtre. Et puis, ce sera l'occasion, pourquoi pas aussi, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, de poser les premières pierres de vos collaborations futures. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre participation et pour votre écoute. Et à très bientôt pour la prochaine édition des Rendez-vous Carnot. Merci.